Est-ce qu'il y a des restaurants où on peut manger du bison? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Baby Bouchette. Pourquoi on dit bonne chance en trinque? Allez savoir. Skål, skål. On se cogne gentiment la tête avec des marteaux en plastique. D'ailleurs, dormir, c'est tricher, pour vous donner une idée de l'ambiance. Ah dommage, je pense qu'il y a des gardes suisses qui sont des go muscu. On a vu surgir un monstre de 98 pieds de haut. Qui sont ces Suisses mystérieux qui vont au Japon? Les nazis ont même déclenché des recherches pensant que le Graal pouvait y être caché. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'Occident Express se rend immédiatement sur place. Bonjour et bienvenue à bord de l'Occident Express, une émission qui va vous transporter à travers l'Europe et vous faire découvrir ses richesses, ses mystères, sa beauté. Cette émission réunit un panel de chroniqueurs braves installés partout en Europe. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les Braves, n'hésitez pas à visiter le site lesbraves.org. Pour ce 4e voyage, l'Europe part en vacances. On va se détendre, on va rire, on va faire tourner les serviettes, puisque l'Occident Express va s'intéresser aux vacances des Européens. Qui part en vacances? Où part-on? Que fait-on? Que vaut l'industrie du tourisme en Europe? On va aussi vous donner des conseils de voyage et élire le meilleur cocktail d'Europe. Alors, en voiture, installez-vous confortablement en première classe et laissez-vous transporter. Maintenant que vous êtes à bord, chers voyageurs, l'équipage va passer dans les couloirs pour se présenter. Les chroniqueurs, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, pourriez-vous nous rappeler qui vous êtes, où vous êtes installés et, très important, point météo, quel temps il a fait chez vous aujourd'hui? Allez, on commence par la Suisse aujourd'hui. Grüezi Lucius. Grüezi miteinander. Ça joue bien, chalet, la famille, les vignes, tout. Je suis Lucius, 34 ans, je suis suisse. J'ai également vécu quelques années en Hongrie, mais je suis revenu vivre en Suisse. J'ai remigré, n'est-ce pas, dans mon pays et je représente la Suisse dans l'Occident Express. Merci Lucius. On passe maintenant en gare de Roumanie. Buonasera Bogdan. Bruno Serra Atax, bonsoir les amis, quel plaisir de vous retrouver. Moi c'est Bogdan, le roumain de notre joyeuse bande de braves. J'ai 50 ans, 3 beaux enfants et toutes mes dents. Petit point météo rapide, à Bucarest il fait beau et chaud, voilà. C'est parfait, c'est simple, c'est concis, c'est excellent. On dit bien mulțumesc cette fois-ci. J'ai bon Bogdan? C'est bien ça, mulțumesc. Et direction le soleil, cette fois-ci j'en suis sûr, avec Drongo au Portugal. Donc on ne dit pas boa noite. Qu'est-ce qu'on dit à cette heure-ci chez toi, Drongo? Botard, parce que le soleil ne s'est pas encore couché. Je suis Drongo, je suis ingénieur en informatique, j'habite à Lisbonne au Portugal et aujourd'hui, il a fait une température maximale de 28 degrés, donc du soleil pour changer un petit peu. Obrigado, Drongo. Sa présence a beaucoup plu à nos auditeurs la dernière fois et il nous fait le plaisir de revenir. Franck, pour la Pologne, dzień dobry. Dzień dobry, ou plutôt dobre wieczór à cette heure-ci. Donc Franck, marié, 3 enfants, j'habite dans le sud-ouest de la Pologne. Et aujourd'hui, il a fait très très beau ici, 29 degrés à peu près. Pas mal, pas mal. Est-ce qu'il a fait aussi beau et aussi chaud dans le nord de l'Europe, chez Ubi, mince, j'y arriverai jamais. Gottfeld? Gukvel. Gukfeld. Très bien, très bien. Écoute, oui, il a fait beau. Non, en fait, non, il n'a pas fait beau. Il fait une petite grisaille, un petit peu de bruine, mais bon, ça va. Et la température était assez agréable, dans les 15 degrés. Voilà, ça redescend un petit peu. C'est la Saint-Jean, on a fait un grand feu pour se réchauffer. Bon, décidément, il fait jamais chaud en Norvège. Si. Si. On passe les 20 degrés et franchement, non, c'est chaud au-dessus de 20, non? Drongo, qu'est-ce que t'en penses? 20 degrés. Bon, pour la mi-saison, c'est pas mal. Attendez, voir serait-ce en Suisse qui fait le plus chaud aujourd'hui.
Parce que là, il fait entre 32 et 34 degrés. Et donc nous aussi, on a eu 28 degrés, mais genre une demi-heure avant de commencer l'enregistrement à 20h30. Ah ouais, bah, c'est probablement chez toi qui fait le plus chaud parce que bah, pour moi, Apax, 47 ans, marié, 2 enfants, qui représente le Luxembourg, je dirais qu'aujourd'hui, il a fait à peu près le même temps que presque partout en Europe, puisqu'il faisait très beau, très chaud. Enfin, très chaud pour nous, c'est 28 degrés. C'était un très très beau temps. Donc, finalement, c'est chez toi qui fait le plus chaud cette fois-ci, Lucius. Pour une fois. Depuis que j'ai déménagé près de la mer, j'aurais plus les records de température avec la fraîcheur marine. Ah, toi, il va faire 28 degrés toute l'année, en fait. Est-ce que c'est pas l'idéal? Ouais, si, c'est l'idéal. Maintenant qu'on est au complet, passons à notre première rubrique, le coup de rétroviseur, et revenons sur l'émission précédente que je vous invite à écouter ou réécouter sur le site YouTube des Braves. Pour rappel, lors de l'émission précédente, nous avons fait le concours de la meilleure invention d'Europe. Cette fois-ci, on a un vainqueur sans appel. C'est l'innovation portugaise du désalinisateur qui l'emporte. Bravo Drongo, comme quoi le génie européen s'exprime aussi dans le low-tech, n'est-ce pas? Écoutez, c'est sûr qu'avec la quantité d'eau qu'il y a sur Terre, ça sera peut-être utile de pouvoir l'exploiter. Merci à tous ceux qui ont voté, et puis à la vôtre. On s'était intéressé lors de l'émission précédente à quelques élections très importantes qui allaient avoir lieu en Europe. Elles ont eu lieu. On a besoin d'un petit récapitulatif pour savoir où on en est. On avait la Pologne, la Roumanie et le Portugal qui votaient. Qu'est-ce que ça a donné, Drongo, au Portugal? Alors, les élections législatives de mai 2025 ont marqué un tournant dans la politique portugaise, puisqu'il s'est agi d'une victoire historique pour la droite. L'Alliance démocratique, donc c'est l'équivalent des LR en France, c'est voilà une droite un peu centrée, modérée, a gagné les élections avec 32% des voix. Et en deuxième partie, ce qui n'était encore jamais arrivé depuis le début du régime, nous avons eu Chega, donc Chega, le parti de droite nationale portugais, qui obtient 58 députés avec 23% des voix et qui devient la deuxième force politique du pays, première force d'opposition. C'est donc un tournant historique pour le pays, puisque depuis que la démocratie portugaise existe, et ça fait 50 ans, c'était la droite type LR et le Parti socialiste qui se partageaient le pouvoir. On avait une alternance à peu près tous les 5-10 ans. Mais là, le PS est relégué en troisième position. À noter également que les partis d'extrême gauche comme le Parti communiste allié aux écolos et le Bloc de gauche, donc l'équivalent de LFI, ont beaucoup baissé. Donc l'équivalent de LFI, le Bloc de gauche, n'est plus qu'à 1 siège et les communistes à 3 alliés avec les écolos. Donc clairement, on sent un virage à droite au Portugal et j'attends avec intérêt de voir ce que ça va donner concrètement maintenant que donc on a une droite nationale qui pour rappel n'existait pas il y a 5 ans. En 2019, Chega 1%, en 2025 23%, deuxième force d'opposition. On va voir suite à cette montée fulgurante ce que ça donne concrètement pour la vie des Portugais au quotidien et pour les mesures qui seront appliquées au niveau législatif. Ok, donc un gros positif pour le Portugal. Est-ce que c'est la même chose pour la Roumanie? Il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est finalement le maire de la capitale, je rappelle un indépendant de centre droit, Nicu Jordan, qui a finalement et de manière très surprenante gagné les élections présidentielles roumaines contre George Simion, le candidat, j'allais dire notre candidat nationaliste. Et celui-ci partait pourtant avec un très net avantage, ayant obtenu 41% des voix au premier tour contre seulement 21% pour Nicu Jordan, et bénéficiant même de quelques reports de voix. Mais l'ingérence, la fameuse ingérence, mais cette fois-ci elle n'est pas russe, elle est européenne et notoirement française, semble avoir bousculé le choix des Roumains, en plaçant finalement Nicu Jordan donc à 53,5% contre 46,5% pour Georges Simion, le fameux PDG de Telegram, affirme à plusieurs reprises que le patron de la DGSE
a tenté à maintes reprises de faire taire les nationalistes roumains, et cette même personne aurait été aperçue à Bucarest entre les deux tours. On peut parler également de Thierry Breton, Valérie Hayé, qui ont d'une certaine manière manipulé cette fameuse diaspora qui jusqu'à présent avait fait les élections, et il semble que ce soit de nouveau le cas, mais pas dans le sens qu'on attendait. Finalement, on peut se réjouir que la droite nationaliste ait très très largement progressé dans le pays, et contre toute attente, que cette gauche et cette droite institutionnelle classique qui tenait le pays depuis des années, un peu à l'image du Portugal, cette droite, cette gauche très largement corrompue a été mais littéralement balayée. Ouais, donc petit désappointement quand on a appris les résultats, mais finalement énormément d'espoir et d'optimisme pour la suite en Roumanie. Oui. Oui, ça présage déjà d'une politique un peu plus raisonnable pour l'avenir du pays, et le poids que représente désormais la droite nationaliste est tel que, et le peuple étant très sensible à ça, je pense qu'il n'y aura pas de dérive à l'image de ce qui se passe dans l'ensemble des pays de l'Est. Parfait. Europe 2, gauche 0. Attention pour la Pologne. Qu'est-ce que ça a donné, Franck? Eh ben, ça a été jusqu'au bout du suspense une surprise inattendue, puisque finalement la droite l'a emporté. Donc effectivement, on en parlait la dernière fois, la droite n'était pas du tout favorite dans ces élections. Depuis plusieurs mois, on mettait en avant la victoire du candidat libéral, donc qui était un centriste, le maire de Varsovie. La campagne entre les deux tours a été extrêmement violente, virulente. Des accusations très graves ont été portées contre le candidat de droite, donc qui était soutenu par le PiS. Donc là, c'est la droite polonaise, mais équivalent, on va dire, en France, d'un parti comme Reconquête. On l'a accusé d'avoir été un hooligan dans sa jeunesse, ce qu'il a reconnu, d'avoir été ami avec des néo-nazis et d'en avoir fait libérer, en tout cas de s'être porté caution et garant pour des hooligans néo-nazis qui avaient fait du grabuge en Suède lors d'un déplacement. Ensuite, des accusations carrément de proxénétisme, donc là, qu'il a bien évidemment rejeté. Mais donc une campagne extrêmement dure, et au final une victoire qui s'est profilée vraiment en toute fin de soirée, le soir des résultats, une victoire 50,9%, donc assez nette, malgré que dans première partie de soirée, le candidat centriste ait été nommé vainqueur par les instituts de sondage. C'est donc une victoire surprenante, mais très importante pour l'avenir du pays et peut-être aussi de l'Europe. La Pologne étant maintenant un pays important au niveau de l'Union, puisque le président, n'ayant pas énormément de pouvoir, il a quand même un pouvoir de veto, et il a déjà annoncé qu'il n'allait pas laisser les centristes détricoter la politique à la fois de nationalité assez restrictive de la Pologne, donc sur l'accès à la citoyenneté, mais également migratoire, et également sur toutes les questions sociétales. Il faut noter aussi que pour la première fois, on a une extrême droite en Pologne qui est apparue sur le devant de la scène, puisque l'extrême droite polonaise historiquement était toujours assez marginale. Encore une fois, le PiS qui incarne la droite ici est déjà assez à droite, assez radical. Donc l'extrême droite était plutôt constituée de petits partis marginaux, mais là, ce coup-ci, on a deux gros candidats d'extrême droite qui, à eux deux, ont totalisé 23% au premier tour, ce qui est inédit, et une pointe à 43% chez les 18-29 ans. Donc là, on parle d'une extrême droite extrêmement radicale. J'avais parlé la dernière fois du candidat Grzegorz Braun, qui est carrément révisionniste, et qui a obtenu le score vraiment surprenant de plus de 8%, donc 8,4% exactement. Il était attendu à peu près à 4 dans les sondages, donc c'est un score vraiment surprise pour lui. En plus, dans un contexte de participation extrêmement forte. Donc une jeunesse très radicale, un président élu donc de droite qui a tendu la main et qui a obtenu le soutien de toute l'extrême droite entre les deux tours. Donc ça présage de bonnes choses pour la suite en Pologne, même si effectivement Donald Tusk reste Premier ministre jusqu'aux législatives de 2027. Waouh, 3 élections importantes, je dirais 3, peut-être pas des victoires, mais 3 super bonnes nouvelles pour l'Europe. Donc, il faut pas déprimer les gars, on avance et on progresse. Passons maintenant à la deuxième rubrique, le kiosque. Nos chroniqueurs vont nous dire de quoi on parle en ce moment chez eux.
par exemple, quelle est l'actu chez toi en Suisse, Lucius? Alors, c'est un peu une triste nouvelle pour la Suisse. À moins que vous ayez vécu dans une caverne ces derniers temps, vous avez entendu parler de la catastrophe de Blatten. Je vais pas refaire tout l'historique de cette catastrophe. Voilà, là, on voit l'image. Parce que ça s'est passé fin mai, c'est pas d'actualité très récente. Mais vous vous souvenez, au début, dans un ancien Occident Express, on avait parlé du carnaval du Lötschental avec les Tchegetais. Donc le Oui, Lötschental, il y absolument. avait 4 villages et maintenant, il y en a plus que 3. Quoi. Vous voyez l'image. 95% du village de Blatten-Lötschental a été rasé et comme si ça suffisait pas, les 5% restants ont été immergés sous un lac parce que l'eau de la rivière continuait d'arriver en amont. Et évidemment, comme elle a été bloquée par l'éboulement, il y a un lac qui s'est formé. Et donc, je me suis dit pour l'actu, j'allais vous dire où on est. J'allais faire le point sur la situation. Et donc, actuellement, l'armée qui a bouclé tout le secteur, le haut de la vallée, ils sont actuellement en bateau sur ce lac pour enlever les débris, principalement des débris de bois qui sont dans le lac, dans le but d'ensuite pouvoir vider le lac et éviter donc qu'il y ait du bois qui parte avec l'eau et qui obstrue le barrage plus bas et les rivières plus bas. Bon, c'est une catastrophe. On rend bien sûr hommage à tous nos amis suisses que ça a touché. Ah, pour conclure, donc il y a eu un seul mort, enfin il y a eu un seul il y a eu un disparu, il n'y a pas eu d'autres morts, sinon le village était évacué 9 jours avant. Mais imaginez un peu, vous avez une base autonome durable dans un village, dans une enclave préservée d'Europe au fond d'une vallée, et on vous dit, on évacue tout le village dans 1 heure, prenez le strict minimum, la montagne est en train de bouger au-dessus. Et 9 jours après, il y a un bout de glacier qui tombe sur la roche instable et il y a tout le glacier plus la roche instable qui déferle sur le village et il n'y a plus de village. Il y a 600 ans d'histoire de Lötschental, là, du village, qui a été détruit par l'éboulement. Donc là, je pose la question aux fans de Piero San Giorgio. Est-ce que une base autonome durable dans un bunker dans les Alpes suisses, c'est mieux que un sac d'évacuation qui permet de partir assez loin et où il y a quand même certaines choses importantes de votre vie dans ce sac? Suite à cette histoire, et c'est pas la première grosse coulée de boue qui rend inaccessible des villages ou qui détruit certaines habitations, 100% le sac d'évacuation maintenant. Je crois plus au projet base autonome durable. Donc, si vous voulez aller vous mettre dans une enclave préservée d'Europe, où il n'y a pas d'insécurité, etc., faites en sorte que l'insécurité due aux éléments naturels ne soit pas supérieure à l'insécurité, mettons, issue de l'immigration. Ok, bon courage à tous ceux qui sont concernés. Est-ce qu'il y a d'autres villages qui sont menacés dans le coin ou a priori ça va s'arrêter là? Alors, il y a un autre village qui est déjà évacué depuis une année qui s'appelle Brienz, mais il faut savoir qu'en Suisse, il y a 2 Blatten et il y a 2 Brienz. Donc, dans les 2 cas, il y en a un qui est détruit ou évacué, puis l'autre qui est encore normal et qui ont une baisse de la fréquentation touristique due au fait que les gens croient que le village est fermé. Donc, voilà, vous pouvez visiter l'autre Blatten et l'autre Brienz pour les soutenir. Oui. On pensera à ça. Merci Lucius. Ubi, que se passe-t-il chez toi en Norvège? Eh bien, aujourd'hui, c'est la Saint-Jean, en tout cas en Norvège. J'ai le doute tout d'un coup. C'est la Saint-Jean par chez vous aussi, non? C'est la Saint-Jean en France aussi. Et vous le fêtez ou quoi? En France, ça se fête encore dans quelques villages. Dans les Vosges, j'ai vu quelques panneaux qui indiquaient des fêtes ou des feux ou des dîners pour la Saint-Jean, mais c'est plus du tout une culture très répandue. Ça Ah ouais. devient très marginal. Ah ouais. Bon, ouais, moi, quand j'étais petit, dans le sud, en tout cas, on le fêtait et c'était génial. On faisait griller. Et en Norvège, c'est toujours bien fêté. Au Portugal, la Saint-Jean est fêtée, mais surtout à Porto, en fait. À Lisbonne, on fête plutôt Saint-Antoine, et à Porto, c'est férié, et voilà, grosse fête, ça fait partie des saints populaires. Je rajoute aussi pour la France et les zones frontalières, en fait, ça a été complètement phagocyté par la fête de la musique. Donc, en fait, les gens se mobilisent, on va dire, et bougent et sortent
et se rencontrent pour la fête de la musique, mais finalement la Saint-Jean se retrouve un peu oubliée. Pareil, fête de la musique en Suisse. Ok, ben en Norvège, en tout cas, c'est toujours bien vivant et on n'a pas la fête de la musique. Du coup, peut-être qu'effectivement, il y a une corrélation. Donc, la Saint-Jean, à la base, ici, on l'a fêté. Les gens des différentes vallées se retrouvaient en haut dans les estives et faisaient la fête. Donc, musique, etc., autour du grand feu. C'était l'occasion de rencontrer des gens de l'autre sexe et de former des couples à ce moment-là. Et aujourd'hui, bah, c'est toujours fêté. Donc là, moi j'en reviens. On a fait un grand feu tous ensemble avec les gens du coin. Et alors il y a un événement notable, c'est-à-dire que certaines villes font des feux absolument gigantesques. Ils montent des tours pour faire un feu monumental, et notamment la ville d'Ålesund. Cette année, ils en ont fait une tour d'une hauteur de 35 mètres, montée en seulement 15 heures par des bénévoles de 13 à 22 ans. Donc, ils récupèrent des palettes, 20 000 palettes qu'ils assemblent à la main, ils escaladent ça. Je sais pas trop comment ils font au niveau sécurité, comment ils attachent tout ça non plus, mais en tout cas, ils arrivent à faire un édifice qui tient et du coup, bah, c'est spectaculaire tout simplement. Alors, ils font ça au bord de l'eau pour des raisons de sécurité et ça permet à des tas de gens de venir à la fois par la terre, mais aussi par la mer. Donc, il y a plus d'une centaine de bateaux en général qui se met au large tout autour du feu et pour, euh, pour voir tout ça. Et alors, cette année, la tour là, au Lesund, elle faisait 35 mètres, mais ce n'est pas le record. Ils ont un record enregistré au Guinness Book. C'était en 2016, la tour faisait alors à ce moment-là 47 mètres de haut. Impressionnant. 47 mètres de haut? Oui, oui, oui. Gigantesque. Et voilà, donc d'autres villes aussi le font. Je suis pas sûr desquelles, mais en tout cas, voilà, celle d'Ålesund, c'est la plus remarquable. Vous pouvez apprécier les photos. Ça fait carrément phare d'Alexandrie, ce truc. C'est impressionnant. C'est tous les Ouais, ans? c'est vrai, c'est vrai. C'est tous les ans, absolument. Ça me rappelle une des news que j'avais présentées pendant une précédente émission sur le Bwerkbrennen au Luxembourg. Là, c'est plutôt religieux, lié à la tradition catholique, mais on érige de très très grandes croix en bois et en sapin et on les fait cramer aussi. C'est plutôt pour fêter la sortie de l'hiver, mais ça ressemble quand même fortement à une tradition équivalente. C'est à quel moment? C'est à la sortie de l'hiver, donc c'est dans les premières semaines de janvier ou le premier jour de février. oui. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Sortie de l'hiver, donc c'est... Ouais, non, ça c'est à la le milieu de l'hiver, ça. Voilà, c'est la fin du mois de février, début du mois de mars, où les gens sortent leurs sapins et on les fait tous cramer. Impressionnant. Est-ce qu'on a des news aussi impressionnantes en Roumanie, Bogdan? Tu sais, à Pax, après les élections se soient déroulées en 3 étapes, les Roumains préparent les vacances et il y a peu d'actualité. Il y a peu d'actualité en ce moment. Alors, je vais quand même vous parler du plus grand festival de musique techno. C'est pas ma tasse de thé, mais il faut saluer sa tenue depuis 10 ans dans le centre de la Roumanie, à Cluj-Napoca. Il se déroulera du 7 au 10 août. C'est le festival Untold, qui est très réputé. Pour vous donner une idée, c'est un festival qui a été créé en 2015 et dès 2015, il a attiré 240 000 personnes, a généré plus de 20 millions de chiffre d'affaires et a d'entrée de jeu été désigné comme le meilleur festival européen. Au fil des ans, le nombre de participants a augmenté, à tel point que juste avant la pandémie, en 2019, la vente des 3/4 des billets s'est déroulée en moins de 12 minutes. Et là, on parlait de 370 000 participants. Après la pandémie, le festival a repris sa croissance. 2023 a été désigné par le magazine Digimag le 6e meilleur festival du monde en musique électronique. 2024, le 3e meilleur festival du monde. Et donc cette année, l'objectif, c'est d'attirer 500 000 personnes, générer plus de 100 millions de chiffre d'affaires et devenir le premier festival du monde de musique techno. Il y a 2 points intéressants à marquer.
c'est que contrairement aux rave parties dégueulasses qu'on voit fleurir dans les champs en France, c'est un festival d'une très bonne tenue. Il n'y a jamais eu d'incident. La fréquentation y est excellente, à l'image de tous les festivals. L'été en Roumanie, pendant l'été en Roumanie se déroulent toutes sortes de festivals, certains très traditionnels évidemment, mais aussi beaucoup de festivals techno, festivals rock, et tous se déroulent exactement de la même manière, avec la même fréquentation. Je vous donne une idée des tarifs pour vous dire que là, on n'est pas dans le petit festival local. L'accès, c'est 200 euros. Il faut compter 200 euros par personne. Quoi? Eh oui, oui, oui. 200 euros par personne. Les 4 nuitées, c'est 700 euros par personne. Et le pack VIP avec accès au backstage, comptez pas moins de 2600 euros. Ceci dit, les gens s'y précipitent. Donc je pense, pour les amateurs de ce genre de musique, que ça vaut vraiment le coup. Donc je vous rappelle, Untold Festival, vous pouvez retrouver toutes les informations sur untold.com. Ça se déroule à Cluj-Napoca, très facile d'accès. Il y a un aéroport avec tous les vols low cost depuis partout en Europe. Du 7 au 10 août 2025, il paraît que ça vaut vraiment le coup. Et bien sûr, on peut y retrouver tous les soirs de minuit jusqu'à 7 heures du matin, près des enceintes principales. Si j'avais 20 ou 25 ans de moins, c'était fort probable. Est-ce qu'il y a des DJ locaux qui performent sur la stage, Bogdan? Je serais bien incapable de vous citer le moindre des noms, parce que je n'ai reconnu qu'une seule personne, c'est David Guetta sur la liste des guests. Tout le reste m'est totalement inconnu. Eh oui, David Guetta, 70 ans, toujours en pleine forme, ça fait plaisir. Merci Bogdan. Drongo, que se passe-t-il au Portugal? Eh bien, j'aimerais vous parler de quelque chose qui s'est passé le 6 février 2025. Et oui, ça fait un moment, mais comme c'était dans le thème de l'émission, je me suis permis de sélectionner cette news. Alors, à la plage du Nord, Playa do Norte de Nazaré, on a vu surgir un monstre de 98 pieds de haut, soit 29,8 mètres. Et ce monstre, donc cette énorme vague, a été dompté par Nick Von Rupp, un fils d'immigrés allemands et suisses nés à Lisbonne. C'était pendant la tempête Herminia, et les 2 bouées de l'Instituto Hidrografico qui étaient là pour mesurer la tempête ont explosé les compteurs. Donc, si les chiffres sont validés par le Guinness, c'est un record du monde, et donc Nick Von Rupp détrônera l'Allemand Sebastian Stodner, qui avait son record à 86 pieds pour la plus haute vague jamais surfée. Donc 98 contre 86. Donc le dossier est sur le bureau des arbitres, les caméras tournent encore et en tournaient. On attend de voir ce qui va se passer, si ça sera validé, mais très impressionnant. Pour ceux qui aiment le surf, en tout cas, à Nazaré, il y a de quoi faire. Pour nos auditeurs, regardez votre écran, on vous affiche l'image en ce moment, c'est impressionnant. On se croirait dans 2012, le film Catastrophe. Ah oui, le petit point au milieu, ce n'est pas de l'écume, c'est le surfeur. Ah, c'est sûr qu'il faut avoir les épaules solides et les reins bien accrochés pour se lancer dans ce type d'aventure, à mon avis. C'est pas moi qui irais prendre de tels risques. Une question d'un gars qui vit dans un pays sans accès à la mer. Mais ce genre de vague, ça peut te détruire des villages sur la côte, là, ou bien ça apparaît quand même loin des habitations? Alors en fait, aux endroits où il y a des vagues aussi grosses, une énorme falaise s'est formée. Si tu veux, les siècles ont fait que ça tape et ça fait des grosses falaises. Et donc, c'est pas des petites plages avec des villages. C'est toujours dans des endroits à falaises comme ça où ça apparaît, puis donc les habitations, ils savent, ils se sont pas mis dans ces coins-là, quoi. Ou alors ils sont beaucoup plus hauts derrière les falaises. Voilà, c'est ça. Ces vagues-là tapent sur des falaises. Parce qu'en fait, s'il y avait eu des villages, à force de taper, ça aurait creusé des falaises, dans tous les cas. Finalement, la sélection s'est déjà faite. Incroyable. Il y a vraiment qu'un Néerlandais pour être assez fou pour se mettre dans une vague pareille. Par contre, ouais, il a une mère allemande et un père suisse, je crois. Mais oui, Von, bon, c'est bon, on sent quand même du sang néerlandais. Ah Je ne sais pardon. pas. Bon, il y a bien un Suisse allemand pour se lancer dans un défi pareil. Il nous reste à nous arrêter en gare de Pologne. Attention Franck, challenge, 3 minutes pour ta news.
Oui, donc du coup, avec l'élection du nouveau président Nawrocki est relancé un projet d'infrastructure très important, donc je vais vous en parler, qui s'appelle le CPK, donc qui veut dire Port Central de Communication en polonais. Donc en fait, c'est un énorme projet de hub à la fois de transport aérien, transport ferroviaire et hub logistique en plein cœur de la Pologne. Donc c'est un projet qui avait été lancé en 2017, qui avait été mis entre parenthèses par le gouvernement Tusk et que souhaite relancer Nawrocki. L'idée, c'est que la Pologne se dote d'un aéroport de taille majeure pour l'Europe. Aujourd'hui, il n'y a pas d'aéroport important en fait en Pologne. Le plus grand, celui de Varsovie, fait à peu près 15 millions de passagers à l'année, donc c'est relativement peu pour une capitale européenne. Et donc vous auriez ce grand aéroport en plein milieu, là, entre Varsovie et Łódź, comme vous le voyez sur la carte, et qui serait connecté donc à toutes les villes que l'on voit ici sur la carte qui est affichée à l'écran par des lignes de chemin de fer à haute vitesse, donc des équivalents du TGV, donc qui permettrait en fait de drainer, on va dire, des flux de voyageurs depuis toute la Pologne, mais aussi la République tchèque et les pays baltes. Donc c'est un projet important pour l'avenir économique de la Pologne, mais également pour son poids, on va dire, son influence dans la région. Et l'idée, c'est d'en faire un hub, le hub numéro 1, en gros en Europe centrale et sur la partie Europe centrale du Nord. Et cela va de pair avec une montée en puissance de la compagnie aérienne nationale, LOT Airlines, qui, pour la première fois, vient de confirmer au Salon du Bourget cette année, donc il y a pile quelques jours, une commande d'Airbus, parce que c'est une compagnie 100% Boeing, de par les liens historiques entre la Pologne et les États-Unis. Donc là, ils viennent d'acheter 40 Airbus à 220, donc des petits courriers, pour justement venir alimenter ce futur hub qui du coup est prévu pour 2032, donc ce qui paraît bien optimiste. Mais effectivement, c'est un investissement majeur pour le pays, parce qu'on parle de 30 milliards d'euros qui seraient consacrés à ce projet. Donc c'est un projet en plus qui a eu qui a pris une tournure politique ces dernières années, puisque on pensait que c'est un projet apprécié de tous les Polonais, mais en 2023, à son arrivée au pouvoir, le gouvernement Tusk l'a mis entre parenthèses, et officieusement il s'agirait de pression allemande, l'Allemagne voyant d'un mauvais œil la constitution d'un hub aéroportuaire majeur juste à côté de ses frontières. Effectivement, aujourd'hui, tous beaucoup de vols long courriers en fait qui vont ou qui repartent de Pologne transitent par l'Allemagne, qui profite du coup de ces subsides. Effectivement, qui ne souhaiterait pas que la Pologne prenne une place importante au niveau du transport aérien en Europe centrale, une zone aujourd'hui qu'elle domine avec sa compagnie Lufthansa. Donc en tout cas, un projet intéressant et qui aurait des répercussions sur toute l'Europe centrale et l'Europe du Nord, notamment les pays baltes. Merci beaucoup, Franck. On a présenté des images pendant que tu nous décrivais le projet. Les images qu'on voit, c'est l'aéroport tel qu'il est imaginé. Voilà, exactement. C'est les images telles qu'elles ont été préparées par une agence d'architectes. Et donc en plus du coup, c'est un aéroport et aussi une gare du coup ferroviaire. Donc comme je disais, avec des trains à grande vitesse, mais aussi toute une partie logistique. Donc puisqu'on a un chemin de fer en fait qui arrive directement de Chine. Donc c'était vous savez, des voies, les routes de la soie en fait qui arrivaient jusque en Europe. Donc un des terminaux, on va dire aujourd'hui, c'est Varsovie. Alors même si c'est complètement aujourd'hui arrêté à cause de la situation en Ukraine. Mais c'est une voie de chemin de fer qui pourrait repartir par la suite après la guerre et qui alimenterait du coup ce hub également ferroviaire. Merci beaucoup, Franck. Je terminerai avec l'actu du Luxembourg. C'est une excellente nouvelle. Figurez-vous que le Luxembourg vient d'être choisi pour accueillir les Jeux Olympiques d'été de 2029. Voilà. Alors, personne ne réagit, alors que vous devriez savoir. C'est une blague. Voilà, en 2029, il n'y a pas de Jeux Olympiques, mais vous vous trompez partiellement, car en 2029 auront lieu les Jeux Olympiques des petits États européens. C'est génial le concept. C'est effectivement un concept absolument génial. Ça se tient tous les 2 ans depuis 1985. Et les pays européens qui ont moins de 1 million d'habitants peuvent y participer. À votre avis, les chroniqueurs, quels sont les 9 pays participants réguliers à ces Jeux des petits États européens? Monaco, L'Andorre, Andorre, Vatican, Saint-Marin. Saint-Marin, Liechtenstein, évidemment Luxembourg, Monaco, Malte. Malte. J'ai en effet Andorre, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, Monaco, Saint-Marin. Je crois qu'il y en a 2 que vous n'avez pas cités.
L'île de Man. Le premier, c'est Chypre. Vatican? Alors, le Vatican a demandé à participer, mais malheureusement, il fait partie de l'association olympique italienne, et donc il n'est pas considéré comme Ah, dommage. Je pense qu'il y a des gardes suisses qui sont des go muscu, quoi, qui pourraient... Ouais, et figure-toi que le Vatican avait été autorisé exceptionnellement à participer aux Jeux des petits États européens qui devaient se tenir en 2021, mais ces Jeux ont été annulés à cause du Covid. Et depuis, le Vatican n'a pas redemandé à participer. Donc Chypre et le Monténégro, qui est le dernier à avoir rejoint les petits États européens. Voilà, il y a également les îles Féroé qui ont demandé à participer, mais il ne s'agit pas non plus d'un État strictement indépendant, et donc pour l'instant, la demande est en suspens. Où est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Ils ont un site internet, une page Instagram ou autre? Non, alors c'est vraiment tout petit, ça a lieu tous les 2 ans, mais ça réunit au maximum 1000 athlètes. Il y a 8 disciplines qui distribuent des médailles, donc c'est de l'athlétisme, le tennis de table, et 2 sports collectifs, le basket et le volley. Et chaque pays est libre de proposer à son tour 1 ou 2 sports supplémentaires. Et il y a 2 ans, des médailles ont été distribuées pour un sport qui s'appelle la boccia. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est le sport qui s'appelle la boccia? Peut-être Doc Seven en a parlé dans une émission sur les sports, mais je sais plus. J'ai déjà entendu le nom. En fait, ça veut dire la boule en italien, et c'est en gros la pétanque pour les handicapés mentaux et moteurs. Donc en gros la pétanque en fauteuil. Voilà, la boccia. J'ai appris le nom de ce sport à l'occasion. Pétanque fauteuil, d'accord. Merci à tous pour vos news. Entrons maintenant dans le cœur du sujet de l'émission d'aujourd'hui. On va vous vendre du rêve, car nous allons parler des vacances de l'Europe, et plus particulièrement des grandes vacances. Déjà, est-ce que le concept existe partout en Europe, des grandes vacances? Où partent vos nationaux quand ils sont en vacances? Qui vient chez vous? Comment se porte l'industrie du tourisme? On va commencer probablement par le pays qui accueille le plus de visiteurs en Europe, je pense, le Portugal, chez Drongo. Bem-vindos às férias grandes. Au Portugal, l'année s'arrête un peu net quand les cloches des écoles sonnent mi-juin. Tout le pays passe en slow motion au ralenti jusqu'à mi-septembre. Le pic absolu étant la première quinzaine d'août ou 15 d'août. Alors le coup d'envoi officieux, les Saints populaires, c'est du 12 au 29 juin. Les nuits explosent en couleurs pour fêter Saint-Antoine à Lisbonne, puis Saint-Jean à Porto, puis Saint-Pierre dans tout le pays. Donc en fait, les grandes villes ont leur saint patron et les jours fériés ne sont pas exactement les mêmes partout, mais il y a un certain nombre de jours fériés qui sont au niveau national, et pendant environ 15 jours, il y a des fêtes partout dans les villes, dans les villages, des soirées sur place publique, des gens qui dansent, qui fêtent. Dans les ruelles, il y a des guirlandes pour décorer, on danse le pimba, on croque de la sardine grillée, et il y a des petites traditions amusantes à certains endroits, comme à Porto, où on se cogne gentiment la tête avec des marteaux en plastique avant des feux d'artifice, lors de la Saint-Jean. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, C'est quoi cette attends. histoire Il faut absolument qu'on s'arrête là-dessus. Tous les murs qui construisent les ouvriers portugais, symboliquement, ils les détruisent en tapant avec des marteaux. Non, je sais rien. Je sais pas. Porto, on commence les vacances en se tapant la tête avec des marteaux? C'est une tradition, oui, de se taper gentiment la tête avec un marteau durant les festivités de la Saint-Jean de Baptiste. Après, c'est pas un marteau de construction, en fait, c'est un petit marteau. J'aurais dû mettre une photo en plastique, vous savez, qui se replie, et voilà, on se met des coups pour lancer les festivités. Ok, pourquoi pas, c'est original. On dit parfois que durant ces 2 semaines de Saint populaire, dormir c'est tricher, pour vous donner une idée de l'ambiance. Et où fuient les Portugais en vacances? Eh bien, 1 Portugais sur 3, le chiffre est même monté à 5,2 millions en 2024, va en Algarve durant l'été. Donc l'Algarve est le sud du Portugal, et c'est un endroit où il y a énormément de très belles plages,
que vous pouvez voir ici en photo. Certains préfèrent aller dans le nord et à l'intérieur du pays, dans le Dour, donc le fleuve qui a été nommé ainsi par les Romains parce qu'il était dur à naviguer, donc Dour pour dur. Et ici, on trouve la fraîcheur, les escapades en nature. Les jeunes aiment bien aller faire des campements bohèmes au Coche de Vincentine. Donc ici, voilà, camper, c'est moins pour les familles, plus pour les jeunes qui profitent de la nature. Et 14% des Portugais, tout de même, enfin 14% des escapades se font de l'autre côté de la frontière espagnole. Voilà, on franchit la frontière assez facilement. Qui débarque au Portugal pendant l'été? Eh bien, on a 18% de personnes qui viennent du Royaume-Uni, les Anglais beaucoup, 11% d'Allemands, 9,7% d'Espagnols. En top 4, on a 9,2% d'Américains également, et 8% de Français tout de même, donc beaucoup de descendants d'immigrés portugais. En tout, en 2024, le Portugal a compté 31,6 millions de visiteurs. C'est presque 3 fois la population portugaise. Donc, on peut dire que le tourisme pèse lourd au Portugal. Et effectivement, il pèse à peu près 20% du PIB du pays. Et il a généré voilà, des grosses recettes en 2024. C'est 20% du PIB du pays. C'est pas le cas dans beaucoup de pays, il me semble. C'est énorme. Ouais, 20%, c'est absolument énorme. Ceci dit, quand on voit les photos que tu nous as envoyées et qu'on partage à nos auditeurs en ce moment même, on comprend pourquoi le monde entier, l'Europe et le monde entier se ruent au Portugal. Ouais, la ville, elle était incroyable là. C'était quelle ville ça? C'est dans le Dour. Oui, voilà, ça c'est dans le Dour, donc dans le nord du pays. C'est ce fameux fleuve qui était dur à naviguer. Et cette région, je recommande particulièrement. J'ai visité et j'adore. En fait, là, on voit cette ville qui est très sympa. Mais il faut savoir que tout autour, c'est des montagnes. Donc en fait, vous prenez la voiture, vous montez à je ne sais pas combien de mètres d'altitude, vous avez une vue exceptionnelle. Vous voyez le train passer à côté des ponts romains. Enfin, c'est vraiment incroyable. J'adore cette région personnellement. Faut y passer avec l'Occident Express. Ah, il faut qu'on passe là-bas. Il faut qu'on passe sur le fleuve du Douvre. C'est un pont qui est fait exactement pour nous. L'Occident Express se rend immédiatement sur place. Mais Drongo, dis-moi si je me trompe, mais il m'a semblé entendre qu'il y avait des protestations au Portugal parce que certains habitants commençaient à trouver qu'il y avait trop de touristes et que ça dégradait l'environnement. Est-ce que j'ai complètement tort? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de tourisme et donc ça a des effets néfastes. Donc premièrement, dans les villes, les prix des logements augmentent à cause de tout ce qui est Airbnb. On a énormément de Airbnb, énormément d'entrepreneurs dans le numérique qui travaillent à distance, qui vont dans les villes portugaises pour pouvoir surfer. Parce qu'on a à la fois Lisbonne et Porto qui sont près de la plage, donc c'est à la fois bien parce que c'est dynamique pour le pays, mais c'est aussi ça a des aspects négatifs bien sûr. Et il y a maintenant des endroits comme des petits villages où on commence à limiter le nombre de logements touristiques pour éviter que trop de tourisme trop de touristes tue le tourisme, trop de tourisme, ça a un effet néfaste sur la population locale et parfois c'est lourd, c'est vrai. Que ce soit sur les prix, mais aussi trop de bruit, trop d'activité, trop c'est trop. Ouais, mais je comprends vraiment que tout le monde ait envie de venir chez toi. Ça va être difficile de faire plus attirant que le Portugal, hein, mais on va essayer. On va passer de l'extrême sud à l'extrême nord pour aller voir comment se passent les vacances, les grandes vacances en Norvège. Est-ce que ça existe déjà, les grandes vacances en Norvège? Alors oui, absolument, absolument. Pour les enfants, ça veut dire 2 mois, 2 mois de vacances, donc génial. Ça commence d'ailleurs à la Saint-Jean finalement. Et pour les parents, alors figurez-vous que dans l'année, on a 5 semaines de vacances. Et les employeurs, je ne sais pas si c'est une obligation ou pas, mais en tout cas, les employeurs en parlent et le souhaitent. Il est question de faire au moins 3 semaines consécutives. Et du coup, les gens les prennent pendant l'été en général. Qu'est-ce que font les Norvégiens? En général, ils partent dans le sud. Les destinations où on peut les rencontrer, figurez-vous qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui viennent en France. Mais alors, ils viennent pas n'importe où, ils viennent à Nice en général.
C'est comme ça, ils ont des destinations bien précises. Il y a Nice, il y a Chypre, il y a les îles Canaries, les grandes Canaries, Alicante. C'est vraiment les destinations auxquelles ils se rendent tous une fois dans l'année, pendant l'été ou parfois aussi au début de l'hiver. Les Norvégiens, à ce moment-là, ils vivent la belle vie, faite d'hôtels, de bons petits déjeuners et de longues soirées au chaud à s'abreuver de délicieux cocktails au bord de la plage. Pendant que les Norvégiens, eux, s'en vont, le pays, lui, se remplit d'un nombre monstrueux de touristes. C'est un pays extrêmement touristique. Comme le pays est construit tout autour de l'eau, toutes les grandes villes sont accessibles depuis la mer. Et alors on a des bateaux de croisière absolument monumentaux qui se baladent comme ça, de ville en ville, avec des milliers et des milliers de lâchers de touristes soudains sur des fois des endroits absolument rikiki. Par exemple, Flom, un endroit perdu tout au bout d'un fjord. J'y étais en 2014. Je vois tout à fait. C'est magnifique, non? Qu'est-ce que t'en Oui, penses? le bateau de croisière, il est plus grand que n'importe quel bâtiment du village, quoi. Ah oui. Si j'ose appeler ça un village, parce que c'est un peu un complexe touristique au bord du fjord. Il y a quasiment rien là-bas. Il y a quasiment rien, mais c'est un super coin. Un pub viking, un petit musée. Voilà. Et au milieu de ce nowhere, il y a ces bateaux monstrueux, quoi. Surréaliste, absolument. Et les campings, chalets, B&B, Airbnb, les hôtels, au moment de l'été, absolument tout est réservé, souvent longtemps à l'avance. Les Allemands viennent volontiers pêcher en Norvège. Du coup, ils représentent une bonne partie du tourisme dans les campings et B&B, camping-car, tout ça. Ubi, c'est tout de même intéressant parce que le seul moment, la seule période où il fait bon en Norvège de l'année, les Norvégiens s'en vont. Les vacances dans le sud, ils attendent que ça. C'est quand même un moment où ils se coupent complètement de leur routine du quotidien et ils sont dans un tout autre paradigme. Cela dit, au moment du Covid, beaucoup ont pris, pour la première fois, même pour certains, des vacances à l'intérieur du pays, puis se sont rendus compte que finalement, c'était pas mal du tout, qu'ils avaient des super endroits à visiter, qu'il faisait pas si froid que ça, etc. Ils ont découvert le feu à ce moment-là, quoi. Ok. Est-ce que toi, t'as déjà fait partie de la transhumance norvégienne vers Tenerife ou Malaga ou... Non, moi je me régale l'été en Norvège. Si je dois partir, c'est plutôt pendant l'hiver. Là, ça fait sens aussi. Forcément, quand il commence à faire zéro dans ces eaux-là, que le temps est plutôt gris, et que si on part un petit tour dans le sud de la France, on voit qu'il fait encore 30 degrés, parfois même certaines journées, ça nous fait un second été norvégien. Le PIB. L'importance du tourisme dans le PIB norvégien, alors au moment du Covid, ça fait une grosse chute. Mais là, ça remonte et on est à peu près à 4% du PIB. Ça, ce sont les effets directs. Après, si on prend tout avec la chaîne d'approvisionnement, la consommation induite, etc., on monte jusqu'à environ 7% du PIB. En 2024, on a eu un nombre total de... comment formuler ça? De nuits réservées sur toute l'année pour le tourisme. On en a eu à peu près 40 millions. Voilà, le nombre de réservations de nuits dans les hôtels, non? Si, Non. Ouais, les ça a nuitées. du sens si tu précises quelle est la durée moyenne du séjour. Ah ben ouais, non, je sais pas là. Je sais pas. Ah non, c'est à la nuit, ça veut dire le nombre de nuits réservées en tout au long de l'année. Combien t'as dit? 40 millions? 40 millions de réservations. Ce sont probablement des nuitées parce que ça m'étonnerait qu'il y ait 40 millions Oui, de c'est ça. personnes qui viennent. Donc c'est 40... Nuitée. Ouais.
Nuitée record, c'est une formulation normale, ça? Oui, Euh, oui, tout à fait. C'est le nombre de nuits que passent les touristes qui viennent en Ouais, Norvège. Oui. C'est beaucoup, hein, voilà. c'est beaucoup déjà. Il y a un truc qui rend la Norvège attractive en ce moment, c'est le fait que la couronne norvégienne s'est pété la gueule. Du coup, elle a une valeur assez faible. Donc, tout d'un coup, c'est beaucoup plus accessible pour les gens de venir, hein. Il y a un fort PIB en Norvège, ça a toujours été très cher, mais là, vu la dévaluation, ben bon, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, il y a un truc qui est un peu con, c'est que la saison est courte. Je sais pas pourquoi les gens viennent vraiment, vraiment que au moment des grandes vacances, c'est-à-dire mi-juin jusqu'à mi-août. Alors que honnêtement, ça vaut le coup de venir à d'autres moments aussi, quoi. Notamment, moi je conseillerais toute la période de mai à juin, c'est vraiment, je pense, les meilleurs moments pour venir. Il fait beau, sec, la, la nature est magnifique à ce moment-là. Franchement, je conseille, moi, en tout cas. L'acceptation par les locaux, c'est plutôt bien accepté. Après, attention, dans certains endroits, comme les Lofoten, c'est un endroit, somme toute, sauvage. Et il y a tellement, 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 tellement de gens qui veulent y aller. Finalement, ça fait un petit peu trop de monde. Alors, je sais pas trop comment ils vont gérer tout ça. Le gouvernement va essayer d'augmenter un petit peu le tourisme de mi-saison, donc vers mars et puis au moment de l'automne. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus d'activités d'aurore boréale. Ça peut être le moyen de faire venir du monde. Ensuite, ils essaient de déployer des ferries et bateaux de croisière hybrides qui fonctionneraient à l'hydrogène. Et alors, veulent faire passer une loi pour obliger tous les bateaux de tourisme qui viendraient dans les fjords, qui sont des endroits protégés, tout ça, à être des paquebots zéro émission. Je sais pas trop comment ils vont réussir à concilier ça avec les bateaux gigantesques qui viennent pleins de Chinois qui, à mon avis, ne peuvent pas être zéro émission. On verra. Cette plage est magnifique. Si on voyait pas la neige dans le fond, là, sur les sommets, on se croirait presque en Corse, hein. C'est incroyable. Ah oui, et petites anecdotes. Les gens ici viennent en touristes et bizarrement, les touristes oublient que la Norvège, c'est le pays des géants, ces forces naturelles et malignes qui peuvent nous écraser d'un seul coup. Un peu comme on a vu là en Suisse, n'est-ce pas? Et chaque année, on a pas mal de monde qui meurt bêtement. Ils veulent se prendre une photo au bord d'une belle cascade. Et je sais pas qu'est-ce qui leur passe par la tête, mais ils vont quasiment dans la cascade jusqu'à glisser et mourir, et voilà quoi. Il y a des tas d'anecdotes de ce genre qui sont absolument catastrophiques. Donc oui, c'est beau, par contre c'est sauvage, et la nature n'a pas forcément une volonté d'être gentille avec nous. Il faut faire attention. Voilà. Ouais, c'est parce qu'on a l'habitude de nos petites cascades continentales à la mode Tahiti douche, donc on a l'impression que ça va être une petite douche bien agréable pour se rafraîchir. Et puis en fait, non, c'est la Norvège. Et Oubi, moi qui suis passionné de road trip en moto, en voiture, j'ai un rêve, c'est le Cap Nord. C'est un poids important dans votre économie du tourisme. Il y a beaucoup de monde qui part vers le Cap Nord. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui y vont via les bateaux de croisière. Doit y en avoir un peu moins via la route. Mais en tout cas, c'est très conseillé d'y aller faire un tour parce qu'il paraît que le Grand Nord, c'est absolument magnifique. Il y a un autre moyen de voyage qui est, ben voilà, là on le voit sur la photo, le train. Apparemment, prendre le train jusqu'au Cap Nord, c'est aussi sublime. Mais si tu le fais en moto, tu vas te régaler. De toute manière, faire de la route en Norvège. Alors, les distances, parfois, ça aurait été en France. On se dit, ok, c'est 2 fois plus long de le faire en Norvège. Mais il y a tellement de variations et de beaux tableaux à chaque virage, quoi, que on s'ennuie jamais. Enfin, moi, je me régale.
si je fais 5 heures de route, en réalité, je les sens pas trop, quoi. C'est comment au niveau des moustiques l'été en Norvège pour les touristes qui voudraient venir te voir Ah, bah, ils vont dans le nord, justement, il y en a pas mal par là-bas. Bah, prévoyez le spray, quoi. Ouais. Prévoyez le spray. Et alors, le pire, ce n'est pas le moustique lui-même, c'est, je sais pas comment ça s'appelle en norvégien, en français, mais en norvégien, on appelle ça, C'est sa piqûre. ouais, ouais, certes, certes. Non, c'est un tout petit insecte, un knot, on l'appelle en norvégien. C'est un tout petit point noir, rikiki, qui vole en bande organisée. Et il se pose là sur votre visage et il vous pique, il vous mord, j'en sais rien, qu'est-ce qu'ils font. Et ça fait mal et ils sont tellement nombreux. C'est une créature démoniaque qui n'existe que chez vous. Voilà, et après, petite anecdote rigolote, il y avait un gars du coin, une fois, qui a glissé dans la rivière, il s'est fait emporter par le courant, mais pas de manière trop dramatique. Il s'est raccroché à une pierre, puis il était comme ça, coincé tout seul au milieu de la rivière, et il a fallu faire venir un hélicoptère pour aller le récupérer. C'est assez rigolo. les aventures des touristes en Norvège. Ouais, non, lui, c'était un local, c'est ce qui rend le truc plus comique, quoi. Les touristes, eux, en général, ça se passe assez mal quand ils tombent dans l'eau. Merci beaucoup, Ibi. On va donner la parole à Franck parce que on aimerait vraiment bien savoir ce qui se passe en Pologne pour les vacances, grandes vacances. Alors en Pologne, bah, effectivement, les vacances, il y a les vacances scolaires, mais il n'y a pas vraiment le concept de grandes vacances comme il y a en France. Enfin, c'est voilà, la plupart des Polonais prennent en général 2 semaines de congé, mais c'est étalé vraiment entre mi-juin et fin août, on va dire, avec peut-être un pic autour de la semaine du 15 août, puisqu'il y a le 15 août qui est férié et qui est une grande fête en Pologne. Les Polonais, ils sont plutôt simples, on va dire, par rapport aux Français, ce que j'ai pu voir dans d'autres pays d'Europe, au niveau des vacances, c'est-à-dire aujourd'hui, les 2 tiers des Polonais continuent à partir en vacances en Pologne et privilégient plutôt des vacances, on va dire, tranquilles, proches de la nature. Voilà, c'est en gros un lac, des transats, des bières fraîches, un barbecue et la famille. Et c'est un peu ce qui rythme, on va dire, les vacances des Polonais. Ça, c'est l'héritage, bien sûr, des années du communisme, puisque voilà, financièrement, c'est difficile de faire davantage. Mais aujourd'hui, on a encore voilà, une majorité de Polonais qui partent dans le pays. Alors, le pays est assez grand, donc il y a des paysages très diversifiés, ce qui permet, c'est les grands classiques, hein, comme en France, d'avoir la mer. Donc la mer Baltique, alors elle est un peu plus froide que la Méditerranée, mais bon, les gens ont l'air les locaux en tout cas s'y baignent volontiers, et les enfants peuvent jouer dans le sable. Donc il y a à la fois la mer Baltique. Alors tu avais une photo, je sais pas si tu peux l'afficher à l'écran, puisque on a souvent l'image d'une mer un peu comme la mer du Nord, voilà. Très sombre, avec une eau très sombre, des plages avec des dunes, etc. Mais c'est vrai que la Baltique a une couleur presque, voilà, je vais pas dire turquoise, mais pas loin. Et on a des plages plutôt jolies. Donc là, c'est sur la côte, sur donc tout le nord de la Pologne, avec bien sûr les grandes villes que sont Gdansk, Sopot et Gdynia. C'est les 3 grandes villes qui sont quasiment qui se touchent les unes les autres, où là vous avez une grande concentration de tourisme. Après, il y a plein de petites stations plus familiales, on va dire, un peu partout le long de la côte. Donc ça, c'est une forme de tourisme donc balnéaire. Et à côté de ça, vous avez la montagne. Donc c'est le 2e gros pilier du tourisme polonais. Les montagnes des Tatras au sud du pays, donc qui montent à peu près jusqu'à un peu plus de 3000 mètres d'altitude. Ça fait la frontière avec la Slovaquie. Là, vous avez une grande station de ski qui s'appelle Zakopane. Et de là, vous avez beaucoup d'excursions l'été, de randonnées vers des lacs en altitude. Ça ressemble même un peu à la Suisse sur certaines photos. Donc je sais pas si tu peux afficher, d'ailleurs il y a une photo de montagne avec un lac. C'est sympa, voilà, pour les gens qui aiment la nature. Alors l'hiver, bien sûr, c'est les stations de ski, et l'été, vous avez tout le tourisme estival de montagne qui s'y déroule. Et à côté de ça, vous avez les lacs, tout simplement les grands lacs. Donc en Pologne, vous avez une région qui a des centaines, on dit même la région des 1000 lacs, donc ça s'appelle la Mazurie, qui est, on va dire, au nord-est de la Pologne. Et donc là, vous avez plein de lacs qui sont chaque fois aménagés, où les gens se baignent, où il y a des barques, des pédalos qu'on peut louer. Souvent, il y a pas mal de camping aux alentours. Les gens restent là pendant 1 à 2 semaines et profitent de la nature. Et d'ailleurs, c'est des forêts où vous avez encore des bisons sauvages, les derniers bisons sauvages d'Europe. Alors, il y en a quelques centaines, hein, il n'y en a plus les grandes quantités, mais je crois qu'ils sont estimés à peu près 300 individus.
Donc c'est cette frontière au nord-est cette zone au nord-est de la Pologne, près de la frontière biélorusse. Donc là, vous avez des images de ces lacs avec de nombreuses îles. Donc c'est un tourisme très vert, très nature. Donc ça, c'est pour les Polonais qui restent en Pologne. Après, vous avez un tiers de Polonais qui maintenant partent à l'étranger. Donc ça, c'est assez récent, hein. Ça a une vingtaine d'années que les Polonais commencent à partir plus loin de chez eux. Et vous avez, là, c'est du classique, un peu comme la Norvège avec Ubi. Donc c'est les destinations du sud de l'Europe. Donc typiquement les Croatie, par exemple, qui est une grosse destination, parce que historiquement, c'est un endroit où on partait à l'époque communiste. Un petit peu la Bulgarie. De plus en plus l'Espagne et l'Italie, avec notamment les vols low cost qui sont pas mal développés vers ces destinations. Donc là, c'est plus des jeunes qui partent là, puisque financièrement, partir en famille, c'est un peu plus cher. Et quand les familles ont les moyens de partir à l'étranger, souvent elles privilégient des resorts all-inclusive. C'est un peu comme les Français. Donc c'est des endroits où vous allez une semaine, tout est payé, vous avez un forfait, vous avez qui est limité, la nourriture, les boissons, etc. Et donc là, ça va être plutôt des pays comme la Bulgarie, je le disais, mais il y a aussi la Turquie et l'Égypte, où les pays slaves ont tendance à aller en été. Donc ça, c'est pour les Polonais qui partent. Et il y a aussi un tourisme en Pologne, alors très faible, 1% du PIB en contribution directe, 4% en contribution indirecte. Ça fait 17 millions de personnes, mais qui souvent sont sur des voyages de très courte durée. Et aujourd'hui, c'est un tourisme qui tourne plutôt autour des villes, un tourisme culturel. Donc à destination des villes historiques polonaises. Alors j'avais mis des photos, je sais pas si tu peux les afficher à l'écran, en vrac, en gros, Cracovie, Wrocław, Poznań, Gdansk ou Varsovie. Donc des centres historiques très beaux. Voilà, donc là par exemple, là, on voit Cracovie à l'écran, donc avec beaucoup des musées, des églises très belles à visiter, et également bien sûr un coût de la vie moindre par rapport à l'Europe de l'Ouest, donc c'est attractif au niveau des restaurants, des bars, des boîtes pour les jeunes qui veulent sortir, et une sécurité bien sûr incomparable avec ce qu'on peut trouver à Paris ou à Londres. Donc ça, ce sont les points forts. Et donc aujourd'hui, quand on regarde l'origine des touristes, un tiers des touristes, donc sur les 17 millions de touristes qui viennent en Pologne chaque année, sont allemands. Donc c'est le plus gros bataillon, puisqu'ils sont juste à côté, hein, et pour eux c'est facile d'accès. Ensuite, vous avez les Scandinaves, à peu près 10% de touristes scandinaves. Donc pareil, il y a des ferries entre la Suède, le Danemark et le nord de la Pologne, donc c'est assez facile de s'y rendre. Les Tchèques et les Slovaques, à peu près 10%, et les Anglais, 6%. Donc pas mal d'Anglais qui viennent, notamment pour un tourisme festif. Et enfin, les Israéliens, 4% des touristes sont des Israéliens. La raison, c'est qu'il y a les camps de concentration en Pologne, donc c'est une forme de tourisme aussi aujourd'hui en Pologne, qui est pas négligeable, puisque il y a des gens qui viennent pour visiter en fait les différents camps. Alors c'est un peu glauque, hein, mais vous avez les grands qui sont Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibór, et vous avez chaque fois, soit vous avez le camp qui est resté intact comme à Auschwitz, soit des musées ou des reproductions de camps. Et aujourd'hui, dans le cursus scolaire israélien, c'est une obligation d'aller au moins une fois visiter les camps, donc ça amène de l'argent aussi au pays, puisque ça fait des nuitées, et donc c'est une forme de tourisme. Donc voilà, dans le business touristique, on va dire, de la Pologne aujourd'hui. J'aimerais bien que tu reviennes sur ce que tu nous as dit par rapport au bison. J'aimerais une toute petite précision de ta part. Qu'est-ce que c'est que ça exactement? C'est le bison d'Europe, donc c'est une espèce, hein, à part entière, donc qui a malheureusement s'est éteinte petit à petit, qui vivait dans la zone entre la Pologne, la Biélorussie, les pays baltes. Aujourd'hui, il reste à peu près 300 individus en Pologne, et je crois qu'il y en a aussi côté biélorusse. Mais effectivement, c'est une espèce menacée, mais qui vit encore à l'état naturel, sauvage, dans une forêt en particulier qui s'appelle la forêt de Białowieża, qui en plus est une forêt primaire. C'est très rare en Europe, n'a quasiment plus. C'est vraiment une des toutes dernières, en tout cas en Europe centrale. Donc c'est une forêt qui n'a jamais été touchée par l'homme, qui n'a jamais été coupée, donc elle est vraiment d'origine depuis la nuit des temps. Et donc vous avez des bisons qui vivent là-bas de façon sauvage, qu'on peut observer, mais malheureusement leur périmètre se réduit, et avec ce qui s'est passé avec la frontière biélorusse, parce qu'avant ils circulaient entre les deux pays, et maintenant qu'il y a une grande clôture et que la zone est bouclée par l'armée à cause des problèmes de migration que vous connaissez, du coup ça réduit donc les transferts de population. Donc les bisons sont vraiment reclus, on va dire, dans des zones de quelques dizaines de kilomètres carrés, mais ils sont encore là à l'état sauvage. La question qu'on se pose tous ici au Luxembourg, et que se posent certainement également les Roumains, c'est: est-ce qu'il y a des restaurants où on peut manger du bison? Alors, à ma connaissance, non. C'est rarement le cas pour des animaux protégés. Ouais, mais vous mangez de l'ours à tous les coins de rue, donc je me disais, l'ours, le bison, bon.
L'ours pullule en Roumanie. Il y a quelques bisons également, mais en réserve. Et donc pas du tout à l'état sauvage. Bogdan, pendant que tu as la parole, est-ce que tu veux nous parler un peu des vacances en Roumanie? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Les vacances, c'est sacré en Roumanie. Les grandes vacances sont sacrées. Faut dire qu'à l'époque du communisme, les vacances au bord de la mer, c'était le privilège évidemment des apparatchiks. Mais les vacances au bord de la mer Noire étaient également offertes aux meilleurs élèves, aux meilleurs ouvriers, aux meilleurs cadres du système. Et puis, en période post-communiste, plus personne ne pouvait se payer de vacances et beaucoup d'ailleurs de Roumains ont fui le pays. On parle de 6 millions sur 22 millions. Du coup, l'été, c'est devenu le moment des retrouvailles familiales lors du retour annuel au pays et la période des fiançailles, des mariages, des grandes fêtes dont on a déjà parlé lors des précédentes émissions. Aujourd'hui, la Roumanie a beaucoup changé, n'est plus un pays low cost comme j'aime le rappeler, et la Roumanie, au moins la Roumanie urbaine, est devenue riche et voyage énormément. En été, il y a deux catégories de personnes, celles qui font des road trips en Europe, qui s'aventurent jusqu'en Norvège, qui traversent toute l'Europe pour aller en Espagne, au Portugal, et qui s'arrêtent quelques jours tout au long de leur trajet. Et ces gens-là apprennent à découvrir l'Europe et consomment énormément. Et puis, il y a une deuxième catégorie de personnes, celles qui prennent les très nombreux avions qui décollent depuis Bucarest notamment vers toutes les destinations à la mode, les Canaries, les Seychelles, les États-Unis, l'Australie, etc. Et à noter que ces Roumains ne se contentent pas des vacances d'été, mais ces Roumains urbains et riches font des city breaks tout au long de l'année et partout dans le monde. Alors, qui vient en Roumanie? On compte, alors pas 15 millions de nuitées, mais 15 millions de visiteurs par an. Je vous dis tout de suite, ça représente, c'est bien moins qu'au Portugal, ça représente 6% à peu près du PIB. Mais qui vient en Roumanie? 80% des visiteurs sont des Roumains. 80% sont des Roumains. Les visiteurs étrangers ne représentent que 15%, c'est-à-dire à peu près 2 millions des touristes. C'est très peu, mais le business du tourisme progresse de 5% par an. Alors, que font les personnes qui viennent? Alors, évidemment, la première catégorie, les Roumains viennent pour visiter la famille, le pays, etc. Il y a une deuxième catégorie très importante parce que la Roumanie a le privilège, comme en Pologne, d'avoir quelques villes très attractives, Bucarest, Cluj, Brașov, Sibiu, Timișoara, Arad. Et de nombreuses personnes viennent y passer 2, 3, 4 jours et sont généralement ravis de leur séjour. Et enfin, il y a sans doute le secteur en gros développement actuellement, c'est ce qu'on appelle l'agrotourisme. L'agrotourisme, il se développe sur 4 ou 5 concepts. Le trek, le track, le troc, le trick et le truc. Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors le trek, la Roumanie dispose de tant de sentiers, de montagnes à explorer, de collines, de vallons, etc., que de très nombreux touristes, principalement allemands, italiens, israéliens, français, dans l'ordre, viennent profiter des très nombreux sentiers dans les montagnes et dans les collines pour pratiquer cette marche sportive. Track, vous me direz, mais le track, la piste. La Roumanie est une des destinations favorites des aventuriers en 4x4 ou en moto trial pour vivre des aventures souvent boueuses au travers des montagnes des Carpates. Track, on peut aussi parler de chasse. C'est une part du tourisme, sans doute une petite part, mais une part très intéressante financièrement parce que les droits de chasse sont très élevés, où il y a des domaines de chasse où on chasse notamment l'ours. L'ours, je vous ai parlé, je crois qu'une tête d'ours, un droit de chasse pour un ours, c'est de l'ordre de 8 000 € et les droits de chasse s'élèvent à plus de 500 têtes par an. Donc c'est un business très important.
Je passe rapidement sur le commerce du troc, qui n'a plus tellement lieu d'être. C'était à l'époque où la Roumanie était encore pauvre et manquait de matière, où des personnes venaient avec des camionnettes remplies de matériaux, de diverses choses. Mais ça a eu lieu et ça n'existe plus. Commerce de la trique, je vous fais pas de dessin, le tourisme sexuel, qui n'existe plus en Roumanie. Ah, c'était cette trique-là, d'accord. Naturellement que c'était cette trique-là. Je pense qu'il y a des destinations beaucoup plus appropriées aujourd'hui, l'Espagne, la Hollande, l'Ukraine. Et enfin, le tourisme du truc, ou plutôt du truck. Depuis quelques années, la Roumanie, c'est l'aboutissement du voyage de tous les camping-caristes d'Europe qui traversent notre formidable continent pour finir en Roumanie, les camping-caristes et les van-lifers qui traversent toute l'Europe, sont émerveillés par tous les paysages qu'ils y rencontrent et arrivent en Roumanie et disent « Waouh, mais ici tout est beau, tout est calme, tout est tranquille, rien n'est cher, c'est merveilleux. » C'est un sentiment qui est partagé par toutes les personnes, tous les blogueurs que vous pouvez consulter sur YouTube, ce qui montre que le pays a un vrai potentiel. Alors, comment ce tourisme est apprécié par les personnes, par les Roumains? C'est un poids relatif dans le PIB, je vous ai dit 6%, c'est quand même 10% des emplois. Mais c'est assez significatif, 10% des emplois, ça veut dire que ce sont parmi les emplois les moins bien payés du pays. D'autant plus que les types, comment on appelle ça, les types, Les pourboires les pourboires, voilà, sont désormais taxés. Et de fait, c'est aujourd'hui le secteur où on trouve le plus d'immigration. Alors c'est l'immigration temporaire, l'immigration de travail, mais quand même. Donc pour autant, c'est un secteur en croissance qui a la nécessité aujourd'hui de se professionnaliser. Et d'ailleurs, la Roumanie n'a plus, depuis la chute du communisme, d'écoles professionnelles type CAP, BEP. Et le premier secteur qui a recréé ce type de filière, c'est le secteur du tourisme, c'est le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Donc, ce secteur est en train de se professionnaliser à grands pas. Les gens se forment et les unités locatives ou touristiques se concentrent vers des groupes avec des standards de qualité et d'accueil qui sont vraiment de meilleur en meilleur. Donc, ce pays, vous l'avez compris, n'est plus low cost. Le tourisme n'est plus une cash machine. Donc aujourd'hui, il y a la nécessité de professionnaliser ce secteur. Et il y a d'énormes opportunités pour les braves qui voudraient investir. On parle de l'ordre de 250-300 000 euros dans des unités où on apporterait le savoir-faire français parce que le savoir-faire français est connu et reconnu et fortement apprécié. Ouais, la Roumanie n'est définitivement plus un pays low cost. Il faut le savoir. Je ne Ça va se cesse de savoir. le dire. En parlant merci beaucoup Bogdan. En parlant de pays qui ne sont plus low cost, je vais vous parler un tout petit peu de Luxembourg. Ce sera assez rapide parce que pour le Luxembourg, le tourisme, c'est un sujet qui est un peu à la marge. Pour vous redonner un petit peu de contexte, au Luxembourg, il y a 600 000 habitants, dont 300 000 luxembourgeois et 300 000 résidents d'origine étrangère. Et sur les 300 000 luxembourgeois, il y en a au moins la moitié, voire les 2/3, qui sont d'origine étrangère. Les grandes vacances existent au Luxembourg. Les enfants sont en vacances pendant les mois de juillet et août. Les Luxembourgeois ont pas mal de vacances qu'ils peuvent prendre et ils s'en servent énormément puisqu'ils partent presque tous. 90% des Luxembourgeois quittent le territoire à un moment ou à un autre pour partir en grandes vacances. Ils partent tous vers leur pays d'origine. Donc les destinations principales des Luxembourgeois, là où vous en retrouverez, eh bien c'est au Portugal, en Belgique, en Allemagne, puis en Italie, en Espagne et bien sûr énormément en France. Très très peu des Luxembourgeois qui partent hors de l'Europe. Mais en plus, ils se rendent la plupart du temps toujours au même endroit. Pour vous dire, moi, mes voisins, et ça fait 37 ans qu'ils partent dans le même camping pour leurs vacances d'été. Et c'est beaucoup comme ça, les Luxembourgeois. Ceux qui viennent au Luxembourg, c'est très, 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 très peu. J'ai entendu des millions, des dizaines de millions au Luxembourg. C'est 1 million de personnes qui viennent chaque année pour un total de 1,5 million de nuitées. Donc, Ubi, les nuitées au Luxembourg, c'est 1,5 million. Ça veut dire que
En gros, on reste un jour et demi une nuit et demie au Luxembourg. C'est surtout du tourisme d'affaires. Il y a très peu de gens qui viennent passer des vacances au Luxembourg. Et quand c'est le cas, c'est principalement des gens de la famille. Donc, ça représente 1%, grosso modo, du PIB, c'est-à-dire autant que la plus grosse station-service. Donc, voilà, pour vous dire, c'est pas là-dessus que le Luxembourg met le paquet, quoi. Tu insinues que tous les touristes vont en fait dans cette station-service pour acheter du duty-free. Ouais. Comme je le disais dans une émission précédente, il y a moins de taxes sur le tabac, l'alcool et sur l'essence. Donc oui, il y a potentiellement beaucoup de touristes qui, en plus, ne viennent que pour faire le plein, acheter des cartouches. C'est le lieu d'attrait touristique numéro 1 du pays, j'imagine. Ouais, le principal attrait touristique du pays, c'est la capitale. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure dans le conseil de destination. Eh bien justement, Lucius, il nous reste à nous arrêter en Suisse. Oui, alors il y a des grandes vacances en Suisse, donc de début juillet à fin août, pendant 7 semaines, les vacances scolaires. Donc on sent une rupture entre les activités d'été et les activités du reste de l'année, donc travail, mais aussi loisirs, comme les activités associatives s'arrêtent. Et beaucoup de petits commerces ferment aussi pendant 2-3 semaines durant ces 2 mois. Dans certaines régions, on parlait même de vacances horlogères. L'expression est sans doute encore utilisée aujourd'hui. C'était vraiment pour signifier que tout s'arrêtait, quoi. Il y a des régions où tout tournait autour de des entreprises horlogères, où le patron fermait à clé l'entreprise, tout le monde partait, tous les commerces aussi fermaient, et vraiment il y avait des régions désertées. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais ce phénomène a existé dans le Jura suisse notamment. Donc avec 60% du territoire situé dans les Alpes, le tourisme en Suisse, vous imaginez bien, c'est la randonnée, c'est le chalet pour ceux qui ont un chalet, c'est la baignade aussi dans les lacs et les rivières. On n'a pas la mer, mais au moins il n'y a pas de méduses. Bref, ça va être surtout des activités gratuites parce que tout est cher en Suisse. Et d'ailleurs, beaucoup de Suisses partent à l'étranger, ils veulent voir la mer et ils veulent consommer moins cher que chez eux. Alors, il y a apparemment beaucoup de boomers quand même qui restent en Suisse, les boomers qui détiennent les capitaux en Suisse. Nous, les trentenaires, on galère. Mais eux, qui ont les chalets, qui ont les moyens, qui peuvent se permettre des nuits d'hôtel à 200, 300 francs en Suisse la nuit, eux, faut croire qu'il y en a encore un certain nombre parce que en Suisse, il y a quand même 49,8% des nuitées qui sont attribuées aux Suisses et 50,2% à peine plus aux visiteurs étrangers. Et le franc suisse est fort, donc je sais pas où sont tous ces étrangers riches qui ont les moyens de venir en Suisse. Il faut croire que c'est pas tant la crise qu'on dit dans le monde. PIB, donc ça va peut-être vous surprendre, seulement 3%. Mais dans certaines régions, comme le Valais ou les Grisons, ça peut monter à plus de 10%. Mais voilà, en Suisse, certaines industries brassent tellement de pognon que le tourisme, même si c'est un aspect important, c'est seulement 3%. Alors, les destinations où les Suisses vont, donc on retrouve massivement l'Italie, les îles Baléares, le Portugal, donc qui vont à la mer. Mais on retrouve parmi les destinations plus proches de la Suisse, ou aussi des destinations juste de l'autre côté de la frontière. On a le lac Majeur ou le lac de Constance, qui sont à cheval sur 2 pays. Diverses destinations en Irlande, en Écosse et en Scandinavie, peut-être la Norvège, on le vend en poupe aussi, auprès d'un certain nombre de Suisses qui n'aiment pas ou qui n'aiment plus la chaleur extrême. Donc ils vont plutôt dans des pays plus frais. Vous êtes les bienvenus. Oui, je suis allé en 2014 à Flamme, tu en parlais tout à l'heure, je suis allé faire du vélo là-bas, je confirme. Je suis allé en automne toutefois pour être sûr qu'il n'y ait plus de neige. Mais revenons à la Suisse, donc on note quand même une baisse de popularité des Grisons, un canton qui est pourtant bien beau, ma foi, mais voilà, Davos n'a plus la cote auprès des Suisses, il faut croire. À noter qu'en 2024, il y a un pays insolite qui a connu un gain de popularité auprès des touristes suisses, et c'est évidemment le Luxembourg. Non, je déconne. J'y croyais pas de toute façon. Non. C'est le Japon. Personnellement, je connais aucun Suisse qui est allé ces 2-3 dernières années, donc je sais pas qui sont ces Suisses mystérieux qui vont au Japon. Peut-être des otaku, des fans de manga, des fans de jeux vidéo, je sais pas. Voilà, moi, j'en ai pas connu. Ce sont certainement des démocrates participatifs.
Alors, je sais pas s'ils ont voulu aller manger des crêpes dans la meilleure crêperie. Ah, j'ai une anecdote pour revenir sur la Suisse. Je vais conclure là-dessus. Donc, une fois, j'ai marché jusqu'à la cabane du Mönchjoch-Hütte. À tes souhaits. Voilà, merci, j'attendais à tes souhaits. Situé à autour de 3650 mètres d'altitude quand même, sur le glacier près du Mönch, près de Grindelwald. Donc pour ce faire, j'ai pris le train jusqu'à la station, jusqu'à la gare du Jungfraujoch, situé à 3450 mètres d'altitude, et j'ai marché les 200 mètres de dénivelé restants jusqu'à la cabane sur une autoroute de touristes sur le glacier. Je pense que j'étais le seul Suisse sur ce sentier. Il y avait que des Américains, des Indiens et des Arabes du Golfe. Voilà, donc c'était juste pour rappeler qu'on a des gares ferroviaires à 3450 mètres d'altitude sur des glaciers, ou sous des glaciers d'ailleurs, puisque la gare est souterraine. Mais profitez, ça coûte cher, hein, mais c'est à faire une fois dans sa vie. Profitez quand même avant que la montagne vienne en bas, comme on dit. Merci beaucoup, Lucius, et merci à tous. Ça donne vraiment, vraiment envie De de rien. partir en voyage. Donc, comme on l'a vu, on voyage beaucoup en Europe et entre pays européens. Mais on fait pas que voyager pendant les vacances. On boit aussi. Et pour vous aider. Oui, ça donne soif de parler oui, de ça tout donne ça. soif de marcher là, à 3400 mètres d'altitude. Donc, pour vous aider à choisir votre destination, on va sélectionner pour vous et avec vous le meilleur cocktail d'Europe. Et on va demander à nos chers auditeurs, une fois encore, de participer et de voter. Un auditeur sera encore une fois tiré au sort et recevra un panier garni italien. Donc, à vos claviers, on parle de cocktail, on va boire un peu et on va commencer par... Oh, qui veut commencer? On fait une tournée assez rapide. Pas moi, parce que je cherche sur ChatGPT le cocktail. Skål. Le cocktail norvégien, le fjellbekk, le ruisseau de montagne, en traduction littérale française. Déjà, est-ce que vous connaissez l'aquavit? Alors l'aquavit, c'est un alcool typiquement norvégien, scandinave plutôt, pardon, qui est fait soit à base de céréales, soit à base de pommes de terre, comme la vodka si je ne m'abuse, et qui est aromatisé avec du carvi et de l'aneth et parfois quelques autres épices aussi. Donc dans ce cocktail, nous avons 2 centilitres d'aquavit, 2 centilitres de vodka, 2 centilitres de jus de citron vert frais. On complète avec un petit peu de limonade, on boit ça avec des glaçons et c'est frais et bon. Aïe, alors ça a l'air hyper bon et ça ressemble terriblement au cocktail du Luxembourg. Alors, je vais vous le présenter tout de suite, le cocktail du Luxembourg. Il s'agit d'un cocktail élaboré par Xavier Dellenbach, qui a été élu plusieurs fois de suite champion du Luxembourg de cocktail. Donc c'est du sérieux. Il a créé un cocktail d'été qui s'appelle Weekend. On commence par 5 ou 6 feuilles de basilic. Mais alors le truc pour que ce soit bon, c'est qu'il faut frapper les feuilles de basilic plusieurs fois sur un rebord. Voilà, ça vous le saviez pas. Donc maintenant, la prochaine fois que vous ferez un mojito, vous prenez vos feuilles de menthe ou de basilic, vous les frappez sur quelque chose de protubérant. Et en fait, ça libère les arômes, ça leur permet de mieux les diffuser. Bon, une fois qu'on a mis le basilic, on rajoute de la liqueur de melon, du gin, un filet de jus de citron, un peu de glace et on complète avec du ginger ale. On remue et c'est un peu comme ton cocktail, c'est frais. Ah oui, ça a l'air fort bon, mais je pense que le goût est différent. Le goût est Mais ça a l'air certainement, excellent ouais, aussi. certainement différent. Bon, il y a du jus de citron, limonade. C'est excellent, ça se boit tout seul, ça fait passer l'été comme sur un nuage. Le coup du basilic, là, c'est pour faire un petit effet street food indien, non? Ah, non, mais c'est pour faire un petit effet de barman. On frappe le basilic, ça fait stylé. Y a-t-il des cocktails en Pologne? Alors, la Pologne, c'est clairement pas un pays de cocktail, mais bon, fallait bien en inventer un pour avoir un cocktail national. Donc aujourd'hui, ce qui est considéré comme le cocktail national, c'est la Charlotka, donc c'est le nom d'une tarte aux pommes en fait en Pologne, parce que vous allez voir, c'est un peu le même goût. Donc c'est les 2 boissons, on va dire, phares nationales de la vodka, donc 1 tiers de vodka et 2 tiers de jus de pomme.
la Pologne étant le plus gros producteur de pommes en Europe. Donc du jus de pomme plutôt trouble pour faire voilà, quelque chose d'avoir plus, on va dire, plus dense, et on saupoudre ça de cannelle. Donc ça a vraiment un goût de tarte aux pommes, on va dire, très très sucré, mais avec la force alcoolique, on va dire, de la vodka. Mais clairement, effectivement, c'est quelque chose que, alors je vois assez peu répandu en Pologne et qu'on trouve, je pense, plutôt dans les zones touristiques. Globalement, les Polonais boivent peu de cocktails. Oui, je vois ça. Heureusement qu'il y a de la cannelle parce que tu te serais arrêté à vodka pomme. Franchement, j'aurais été un petit peu déçu. Mais là, vodka de pomme cannelle, ça se tente. Le truc, en fait, en Pologne, les gens boivent plutôt des liqueurs aromatisées qui font maison avec des fruits qui infusent dedans. Mais c'est pas vraiment des cocktails, du coup. C'est plus des liqueurs aromatisées. Ça se tente, hein, on va goûter quand même. On revient vers toi. Drongo au Portugal, le meilleur cocktail du Portugal est... Je vous propose de déguster un Porto tonique au coucher de soleil. Alors prenez une dose de Porto blanc sec, 2 doses de tonique bien frappé. Pour rappel, il s'agit donc d'une boisson gazeuse légèrement sucrée et surtout amère grâce à la quinine, aussi appelée l'alcaloïde, qui aidait à l'époque les colons britanniques à prévenir le paludisme en Inde. Ajoutez également des gros glaçons, un zeste de citron vert, une rondelle de citron jaune pour la belle couleur, et de la menthe, une belle branche de menthe. Pour la préparation, versez, remuez une seule fois parce que le Porto n'aime pas les montagnes russes, et puis dégustez avec ces fines bulles et seulement 8% d'alcool, vous profiterez de toute la légèreté de l'été portugais. Waouh, ça donne vraiment envie, ça fait saliver, hein. Bogdan, y a-t-il un cocktail qui peut entrer en compétition avec ça en Roumanie? Les Roumains produisent tant de délicieux breuvages, hein. Et à la maison, le vin du jardin, Vinul in Gradina, la Tsuika, cet alcool de prune, ou le Vichinate, cette liqueur de griotte, que l'idée même de commander un cocktail ici est assez saugrenue. Cependant, j'ai trouvé un cocktail tout simple et très rafraîchissant qui ne trahit pas ses origines parce qu'il est justement à base de Tsuika, cet alcool de prune. Son nom, c'est simplement le roumain. Donc en Roumanie, on est un peu rustre, donc on s'embarrasse pas de checker, on verse directement dans le verre une solide dose de Tsuika, 6 centilitres de Tsuika ou de Palinka, qui est plus légère, puis une demi-dose de vermouth blanc, ça peut être du Lillet, du Martini, peu importe, un trait de citron, dont le zeste servira ensuite de décoration, et quelques glaçons qui fondront rapidement dans l'alcool. Au final, vous avez un cocktail tout simple, mais dont la jolie couleur ambrée ne trahit pas sa douceur, sa fraîcheur et son goût très fruité et subtilement amer. Alors, comme on dit en Roumanie, pour trinquer, noroc, qui veut dire bonne chance. Ah oui, d'accord. Donc, bonne chance quand on trinque, allez savoir. Ça fait pas partie des cocktails qui rendent aveugle, ça, le roumain. Ouais, ça a l'air excellent. Je pense que ça vaut le coup d'être testé. Ouais, on va tester juste après l'émission, là, et puis on fera un petit débrief après. Ça marche. Lucius, bon là j'ai trop picolé, donc Lucius, est-ce qu'il reste des cocktails à boire ou pas? Parce que je commence à avoir des... Alors en Suisse, les cocktails, ça coûte une blinde. Et puis c'est pas tant un pays de cocktails non plus. Donc si on fait un peu le top 3 des boissons bues ici, donc il y a le vin. Il faut savoir que 95% de la production de vin suisse est bu en Suisse. Donc voilà, on est un peu chauvin. Vin chaud en hiver, mais voilà, on va parler plutôt de l'été. Boisson numéro 2, c'est le Rivella. C'est une limonade suisse qui contient 35% de quelque chose. Je vous laisse deviner quoi. Un produit très suisse, sucre. avec les vaches, avec les montagnes. De petit lait, figurez-vous, de lactosérum. Et ça a le goût, plus ou moins, je vais me faire détester par tous les Suisses en disant ça, mais pour un nom suisse, ça se rapproche un peu du jus de pomme. Mais il n'y a pas une once de fruits dedans. Et puis J'en ai bu déjà, effectivement, ouais. On dirait du jus de pomme. Ouais. Mais ça va pas trop dans les cocktails, quoi. Puis en boisson 3, l'agneau, bon, c'est plus très bu, mais il y a encore des grosses productions en Valais avec la poire Williams, donc la Williamine, ou bien l'abricotine. Il y a la damascine, qui est une prune dans le Jura. Il y a l'absinthe dans le Val de Travers. Il y a la grappa dans le Tessin. Donc, il
il y en a quand même un certain nombre, quoi. Puis mention honorable pour le thé froid de la Migros, un iced tea industriel au goût inégalé qui est absolument cultissime. Mais bref, quand on a bu tout ça, on n'a plus trop de place pour les cocktails, donc moi je pense ce qu'on va faire simplement, on va revenir dans les souvenirs des fêtes de jeunesse quand j'étais jeune, quoi. Donc quand j'étais jeune dans le canton de Vaud, sur les hauteurs de Lausanne, qu'est-ce qu'il y a en été? Il y a les girons. Donc, c'est toutes les jeunesses campagnardes de tous les villages autour qui font des monstres compétitions, tir à la corde, concerts, je sais pas quoi. C'est une beuverie monumentale pendant 4-5 jours. Et il y en a 4 durant toutes les vacances d'été. Et donc, avec quoi on carbure là? Suze Coca, simplement. Donc, pour faire une bonne Suze Coca, il faut prendre 4 centilitres j'ai perdu mes notes là, voilà, 4 centilitres de Suze, 10 centilitres de Coca, des glaçons, préparation, verser la Suze, ajouter le Coca, mélanger directement et ajouter les glaçons. Et ensuite, donc, on se met en rond avec tous les amis et puis on fait santé, et puis je le fais doucement parce que à l'heure où on enregistre c'est tard, on fait oh santé, bandon, bipé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Babi Bouchette. Je vous remercie. Alors ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Babi Bouchette. Ah, non. Évidemment, il faut hurler ça au milieu d'un champ, voilà, entre des concerts, des gens qui vomissent, et puis des tentes de camping. C'est vraiment dans des villages isolés de la campagne. Qui vomissent, tu m'étonnes, parce que Suze Coca, je suis désolé, mais rien que de dire les mots, ça me retourne. Alors, il y avait aussi vodka pomme, mais enfin, plus précisément vodka caramel jus de pomme. Mais ça, c'était plutôt pour l'hiver, donc je l'ai pas mis dans le concours, là, Suze Coca, quoi. Je propose ça au grand concours des cocktails européens. Allez, la Suze Coca, eh bien, merci à tous. Je suis pas sûr de commencer par celui-là. Le Rivella, c'est celui où il y a des pubs qui passent en France où on dit Rivella. Non, c'est pas ça. Ça m'étonnerait que ça se vende en France. Ricola, non, c'est autre chose. Ouais, pardon, je me suis trompé, c'est le Ricola. C'est suisse aussi, ça. Oui. Ok. Bon, merci, ça donne soif. Et maintenant, pour terminer, chers auditeurs, n'hésitez pas à voter pour le cocktail qui vous semble le meilleur d'Europe et probablement donc du monde. Et pour terminer, c'est l'été. On va vous aider à choisir une excellente destination pour profiter au mieux de l'été en Europe. Si vous pouvez voyager, on vous propose chacun une destination assez rapidement qui va vous faire rêver. On commence par qui? Tiens, on commence par toi, Bogdan, en Roumanie. Oui, avec grand plaisir. C'est l'été où vous voulez vous baigner, mais loin de la mer, loin des rivages de la mer Noire et de la chaleur harassante. Ça tombe bien, en Roumanie, il y a d'innombrables lacs dans les Carpates. Et parmi ceux-ci, je vous propose le lac de l'Ours à Sovata. Vous allez me dire, on parle encore d'ours en Roumanie. Tiens. Oui, c'est comme c'est bizarre. On est en plein cœur de la Roumanie et même de la Transylvanie, au pied des montagnes de sel, Muntele de Sare. Et vous l'avez deviné, l'eau du lac est riche en sodium. Mais le plus étonnant, et c'est unique en Europe, c'est que c'est un lac héliotherme. Et qu'est-ce donc un lac héliotherme, vous allez me dire? Eh bien, la surface de l'eau est douce et la température, même en plein été, ne dépasse pas 10 à 20 degrés. En revanche, dès une profondeur de 1 mètre, l'eau passe à plus de 40 degrés et descend à 50 voire 60 degrés un peu plus bas. Sovaté et le lac de l'Ours sont devenus dès le milieu du 19e un site thermal très apprécié et plutôt huppé, loin de la faune et de la canicule de la mer Noire qui est très appréciée par les Roumains. Héliotherme. J'avais jamais entendu parler de ça, héliotherme. Ça ressemble vachement à Hévíz, le lac thermal de Hongrie, sauf que c'est l'inverse. Là, pour le coup, tu me dis que Sovata, l'eau est fraîche même en été, alors qu'à Hévíz, c'est chaud en hiver. Mais c'est étonnant, l'eau est fraîche sur les premières dizaines de centimètres, et après, elle devient, mais t'es un homard au fond. Et alors, on dit que c'est unique en Europe, mais il semblerait même que ce soit le plus grand lac du monde qui ait cette caractéristique.
Ouais, je pense que ça mérite une visite en Roumanie, peut-être même rien que pour cela, parce que ça a l'air d'être assez exceptionnel. Et dans la région, vous avez des volcans de boue. Il y a tellement de choses à voir, des choses exceptionnelles. C'est une zone karstique. Enfin, c'est un endroit fabuleux. On pourrait y passer une dizaine de jours à flâner d'un village à l'autre et découvrir que des choses très étranges, très bizarres. Ouais, c'est quoi le concept d'un volcan de boue? Tu vois le principe du geyser? C'est la même chose, mais c'est pas de l'eau sous pression qui sort, c'est de la boue sous pression. Incroyable, il y a des phénomènes naturels impressionnants à découvrir en Roumanie. Allez-y. Oui. C'est dangereux, ça. Non, t'as énormément de gens qui se plongent, alors pas directement dedans, mais dans cette boue pour laver la peau, Il y a tout un réseau de sites qui proposent des soins thermaux à base d'eau, plus ou moins salée, d'eau sulfurée, de boue, etc. C'est un lieu de sanatorium où franchement, quel que soit votre état de santé, vous allez y passer quelques jours, vous vous retrouverez requinqué. Et si l'eau, ça marche pas, vous essayez la Tsuika et vous irez mieux quoi qu'il arrive. Exactement. Merci Bogdan. Lucius, où peut-on aller en Suisse pour profiter de l'été? En Suisse ou à côté? Bah, là, vu qu'on diffuse l'émission tard et que tout est déjà réservé dans les Alpes, on va devoir se rabattre sur ce qui reste. Ils vont pas aimer ça. Non, mais là, ça a l'air mal parti comme ça, voilà. Là, on voit la vallée de Joux sur une image. Non, je vais faire remonter cette région dans l'estime des gens. Moi, j'ai de la peine avec les soi-disant destinations de rêve en Suisse. Tous les gens vont à Lauterbrunnen, vont à Zermatt, tout. En général, c'est guindé, c'est blindé de touristes, c'est cher. Voilà, on dit qu'il y a des millionnaires du Golfe, d'Asie qui venaient. C'est blindé de monde et donc c'est pour ça que je vais vous proposer quelque chose de plus authentique. Donc imaginez vous êtes à Paris, vous prenez le TGV Lyria pour Lausanne. Ok. Sauf que vous sortez à Valorbe, la première gare frontalière en Suisse. Et là en fait, autour de cette région, il y a plein de trucs à voir dans le Jura suisse. Donc, par exemple, vous avez ici on voit la vallée de Joux, qui est une ancienne région horlogère. Et donc avec plein de randonnées à faire, là on voit la photo depuis le sommet de la dent de Vouillon. Et donc dans la région, il y a aussi les gorges de l'Orbe, avec un village qui s'appelle Les Clés. Essayez de pas les perdre dans les gorges, sinon vous pouvez plus rentrer dans votre chambre d'hôtel. Et donc sur cette rivière qui s'appelle l'Orbe, il y a aussi le Saut du Dé, c'est une chute d'eau. Plus en amont, il y a Valorbe avec son musée du fer et donc les grottes de Valorbe qui sont en fait la source de l'Orbe, mais en réalité la résurgence de l'Orbe puisque l'Orbe en fait commence son cours à la vallée de Joux, elle se jette dans les deux lacs qu'on voit ici et ensuite elle se jette dans le sol, non pas sous le lac, mais juste sur le côté, à 5 mètres du lac, il y a des trous, et l'eau, à l'époque, s'écoulait là-dedans, rentrait dans la roche, parce que le Jura, c'est plein de calcaire, c'est plein de trous, elle ressortait plus bas. Donc, vous pouvez faire le tour du lac Brenet, qui est le petit lac de la photo, et il y aura un sentier didactique qui explique justement la géologie un peu spéciale de la région. Et sinon, il y a aussi, toujours dans la géologie un peu spéciale, il y a les moulins souterrains du col des Roches au Locle. Alors le Locle, c'est une aventure en soi, quoi. C'est la ville malfamée, c'est la ville qui a les records de toujours la ville la moins attractive de Suisse, qui se ramasse un flot de haine tout le temps. Mais il y a ces moulins souterrains qui sont sur une rivière qui justement rentre dans le sol et ressort de l'autre côté de la frontière vers Morteau. Et donc c'est le seul endroit où il y avait du courant pour faire marcher un moulin. Et sinon, un peu plus loin dans le Jura suisse, vous avez donc le mousseux village de Bière, avec la célèbre citadelle de François Montoux. Vous avez peut-être vu déjà cette espèce de citadelle héroïque fantasy faite en béton, miniature, faite par un artiste tout seul. C'est un peu notre facteur cheval à nous. Je pense que certains de nos auditeurs connaissent déjà. Et sinon, si vous êtes plus dans la région de Montbéliard, Belfort, là vous avez aussi des choses dans le Jura suisse. Vous avez Saint-Ursanne qui est un village médiéval magnifique, je crois qu'il y a des fêtes médiévales en août,
Et voilà, donc c'est une région beaucoup plus intacte que les Alpes, enfin, au niveau du développement touristique, tout ça. Il y a beaucoup de paysages naturels. C'est peut-être pas des aussi hautes montagnes, aussi spectaculaires que les Alpes, mais voilà, si vous avez la chance de tomber entre 2 jours de pluie. L'année passée, c'était un jeudi où il faisait beau. Voilà, si vous tombez sur ce jeudi-là, vous pouvez faire des belles randos dans le Jura suisse. Ok, C'est un peu plus authentique, voilà. allez donc en Il y a peut-être moins de Suisse. choses à visiter, mais venez dans le Jura suisse aussi. En plus, ça peut être un week-end, quoi. Suivant où vous êtes en France, peut-être vous nous écoutez de très près du Jura Allez dans le suisse. Jura suisse Donc, un jeudi ou le ouais. week-end. Vous en profiterez. Si vous êtes motard aussi, voilà, il y a des très belles routes pour ça, ou cycliste. Merci beaucoup, Lucius. Ubi, la Norvège. Est-ce qu'on peut venir en Norvège cet été? Où est-ce qu'il faut aller pour pas être pris dans la masse de touristes ou la masse de moustiques? Ah ben non, attends, pourquoi tu me rajoutes des contraintes comme ça? C'est la destination de rêve. Ah non, ça va pas. Non, il y a plusieurs choses à voir en Norvège. Il y en a tellement, c'est monstrueux. Du coup, on peut imaginer son voyage touristique de différentes manières. On peut l'imaginer en allant de ville en ville. Toutes les villes ont leur particularité. Oslo, c'est à voir. Il y a énormément de statues de bronze à travers toute la ville. C'est assez spécial, du coup, c'est chouette. On peut aller jusqu'à Trondheim, qui est, si vous avez lu la saga des rois, c'est un endroit incontournable. C'est un endroit riche d'histoire. Il y a la cathédrale dédié à Saint Olaf qui est là-bas et qui est magnifique. On peut aussi on peut aussi imaginer son voyage de manière plus géologique, partir à la découverte des fjords, partir à la découverte des milliers d'îles qu'il y a. Plus on part vers le nord, plus le terrain s'aplatit et on voit ces immenses forêts d'un côté et sur la côte des milliers d'îles. C'est absolument spécial. Il y a des grandes plages aussi. Voilà, on peut prendre le train pour voir l'intérieur des terres. Il y a des coins, recoins. C'est très très dur de s'arrêter à une destination en particulier. Donc je vous dirais, partez vers les grandes villes, vous verrez beaucoup de paysages en chemin, allez à Flåm, ça vaut le coup. Partez voir les églises en bois debout, il y en a un peu partout à travers tout le pays. Vous vous régalerez en tout cas, quoi qu'il en soit. Si vous voulez être plutôt posé, réservez un chalet sur une île. Vous serez comme des rois. Bon, eh ben, il y a plein d'endroits où on peut aller profiter de la Norvège. C'est intéressant, profitez-en. Et puis bon, il n'y a pas trop de Norvégiens à cette époque-là. Donc... Bon, je tiens à parler du Luxembourg cette fois-ci parce que à chaque fois, je dis que il faut pas venir, que il fait froid, que c'est pas beau. Cette fois-ci, non. En plus, on me l'a reproché au Luxembourg de pas bien vendre mon pays, donc je dois faire mieux. Je vous le dis, cet été, venez au Luxembourg. Venez maintenant, c'est le moment. En juillet, août, il fait vraiment un très beau temps. Comme vous l'avez compris, au Luxembourg, on reste une nuit ou 2 nuits parce que l'intérêt principal, c'est le centre-ville de la capitale. Donc venez à Luxembourgville, prévoyez une journée, éventuellement une nuit pour une demi-journée suivante avant de repartir vers une autre destination européenne. La vieille ville de Luxembourg est absolument magnifique. Donc vraiment, venez y faire un tour. Prenez une journée et demie. Vous faites le tour des remparts. Vous visitez le palais grand-ducal, la vieille ville, et vous avez passé 1 à 2 très bonnes journées. Où est-ce qu'on n'est pas allé encore comme conseil de voyage? Qui me manque-t-il? Il me manque le Portugal avec Drongo. Je vous propose de faire cap sur le Lagan do Fogo. Donc, c'est à Saint-Miguel aux Açores. Vous savez, les Açores, c'est cette petite île portugaise à 2-3 heures d'avion au milieu de l'océan Atlantique. Il est vrai que si les lieux touristiques les plus prisés du Portugal, comme l'Algarve, sont très peuplés, ici, vous pourrez profiter d'un cratère bleu turquoise perché à 580 mètres, sans bain de foule, de 24 degrés
donc de la douceur quand l'Algarve flambe à 40. Je vous propose comme activité une randonnée circulaire de 2 heures, des bains dans les sources chaudes, un bol levade, donc un gâteau chaud préparé par les locaux, et clou du spectacle, au sommet, le silence est si pur qu'on entend, donc les puffins, donc des animaux marins, sous l'eau. Les puffins, c'est comme des petits pingouins, et qui sont sous l'eau, des sortes d'oiseaux, et qui pêchent, et on les entend en fait sous l'eau. En fait, c'est vraiment paisible, magnifique. Lago do Fogo. Oui, ça a l'air exceptionnel. C'est un peu gênant parce que tu gagnes toujours aux destinations touristiques, Drongo. Ah bah que voulez-vous? À moins que, ou que nous reste, il nous reste la Pologne, je crois. Alors, moi, je vous propose une destination peu connue hors de Pologne, mais très importante au niveau européen, c'est le château de Malbork. Donc, c'est à 50 km au sud de Gdansk, donc on est vers le nord de la Pologne, pas loin de la mer Baltique, et c'est le 7e plus grand château au monde, plus grande forteresse médiévale. Donc, normalement, on a une image de cette forteresse en briques, donc c'est le plus grand château en briques au monde, 143 000 m², et il s'agissait du siège de l'ordre des chevaliers teutoniques. Donc les chevaliers teutoniques, c'est des chevaliers germaniques qui venaient faire une croisade contre les païens du nord de la Pologne et des pays baltes, et donc ils s'étaient établis ici. Donc ils sont restés là à peu près pendant 2 siècles. Et ce château, l'été, est le lieu de nombreuses reconstitutions historiques, et on a un festival médiéval en fait entre le 18 et le 20 juillet. Mais festival médiéval très poussé, avec des gens qui viennent faire des reconstitutions du siège du château, qui a vraiment existé, où les Teutoniques avaient réussi à résister pendant plusieurs mois, et donc il s'agit d'un événement où des gens de toute l'Europe viennent, mais avec de l'équipement. Donc il y a des engins de siège, par exemple, des canons avec de la poudre, donc on peut manipuler, on peut assister déjà aux reconstitutions et aux batailles en elles-mêmes, mais on peut aussi manipuler les engins, manipuler des canons, des anciens types d'armes, voire des tournois également. Donc c'est un beau moment à passer en famille, et le château lui-même est très impressionnant, c'est vraiment gigantesque. C'est un château en plus qui a de nombreuses légendes en fait qui entourent son existence. C'est pour ça, notamment pour la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont même déclenché des recherches pensant que le Graal pouvait y être caché. Ils l'ont jamais retrouvé, mais il y a pas mal d'un côté mystique en fait autour du château, et on a dans la chapelle les tombeaux des grands maîtres de l'ordre des chevaliers teutoniques, donc il y a un côté mythique aussi au niveau de l'histoire médiévale européenne. Donc c'est un lieu intéressant qui est peu connu, en tout cas en France, je n'en ai jamais entendu parler avant de venir en Pologne, mais qui vaut vraiment le détour si vous êtes dans le nord de la Pologne. Et comme je disais, vu que c'est pas hyper touristique, vous verrez des Polonais, peut-être quelques Allemands, mais ça sera pas bondé. Donc si vous venez pour ce festival, ce serait un bon moment à passer en famille pour les passionnés d'histoire médiévale. Ouais, et puis vous pouvez partir à la quête du Graal, c'est quand même incroyable. Waouh, c'est fantastique. Parfait. Eh bien voilà, on a fait le tour de l'Europe des vacances. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné des envies de voyage. C'est bientôt le terminus pour nous. Merci à tous d'être restés à bord de l'Occident Express jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter et à nous soutenir, à suggérer des thèmes, des chroniques. N'hésitez pas à visiter le site des Braves, www.lesbraves.org. Au revoir et à une prochaine fois. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Arrivederci. Bonnes vacances.